Donc bonsoir à tous et à toutes, merci d'être là ce soir. Je me présente très rapidement, je suis Gaëlle Morandi, je suis une enseignante-chercheuse de l'INSA de Rouen et je suis également référente handicap dans l'école depuis quelques mois. Voilà, donc je vais avoir le plaisir de vous accompagner ce soir et d'animer la soirée. Et puis en ouverture, je vais passer la parole à M. Boukalfa, le directeur de l'INSA de Rouen, pour que puisse nous dire quelques mots. Merci Gaëlle. Écoutez, mesdames et messieurs, merci d'être là, parce que je commence par ça. Je vous remercie vraiment de venir chez nous. Je suis très ravi de vous accueillir à l'INSA Rouen en Normandie. Vous savez, là, cette question de l'handicap, elle nous intéresse à plusieurs égards. Donc, elle est d'abord un devoir de ne pas faire de différence, donc de travailler avec beaucoup de bienveillance sur tout l'ensemble. Et puis, nous sommes une école publique avec une vocation de former des générations de demain, des générations d'avenir. Si on veut les former, ça veut dire qu'il faudra les confronter à toutes les diversités de la société, qu'elles soient locales, donc diversité, je dirais, d'origine, diversité de milieux sociaux différents, aussi diversité par rapport à ce qu'on appelle le handicap, qui peut être aussi un atout. Et voilà, toutes ces diversités-là, hommes-femmes aussi, parce que c'est aussi, apparemment c'est un sujet aussi encore, voilà. Vous voyez, c'était le 8 mars, il n'y a pas longtemps, et on avait des activités à l'INSA concernant cet événement. Donc voilà, on a beaucoup de travail à faire. Et travailler sur ces sujets-là, on ne peut pas le faire seul. C'est impossible. Donc il faut le faire à différents niveaux, avec plusieurs, je dirais, approches. Et là, ce qui nous rassemble ce soir, c'est une approche qui est extrêmement pertinente et qui vraiment nous intéresse et qui nous parle aussi et qui nous permet, nous-mêmes, en tant que personnes qui dirigeons donc, des établissements publics, à vocation de formation de l'humain, donc de travailler sur les vecteurs humains, responsabilité sociétale et engagement. Voilà ce que je voulais dire, quelques mots. Moi, je suis vraiment ravi d'être avec vous. Malheureusement, je ne vais pas rester longtemps parce que j'ai d'autres engagements en parallèle. J'essaierai de revenir tout à l'heure. Et je dois dire que nous avons à l'INSA en Normandie et au groupe INSA créé une fondation qui est très jeune, Fondation INSA en Normandie, qui justement véhicule les valeurs INSA qui sont justement l'inclusivité dans notre domaine, quelles que soient les origines, et d'être inclusif pour le développement de l'humain. On ne fait pas grand-chose, mais on fait pas grand-chose, il faut rester modeste, mais juste quelques chiffres. On forme, on a 2000 étudiants, élèves ingénieurs, masters et doctorants dans l'établissement. Chaque année, on forme 500 ingénieurs environ, entre 400 et 500 ingénieurs. Parmi ces 500 ingénieurs, nous avons peu de ce qu'on appelle handicapés, donc visibles. Nous avons, mais pas suffisamment. À peu près 4%. Voilà. Et il faut faire plus que ça, il faut accompagner mieux que ça, et il faut aussi, pour accompagner, pour faire mieux, il faut faire connaître aussi qu'on est capable d'accueillir, qu'on est capable aussi de former, et que ce n'est pas une citadelle, l'INSA, est difficile d'accès, que personne ne peut avoir accès, et puis il y a d'autocensure. Donc on doit faire ce travail-là. Et aussi, cette formation des 400-500 ingénieurs, c'est par année, et si on la met sur une échelle de 5 ans, par exemple, on est tout de suite à 2000 personnes, 2000 cadres qui vont fonder des familles et qui vont être responsables derrière. Et là, on voit bien la puissance qu'on peut avoir, nous, et la force et l'empreinte sociétale qu'on peut créer et qui peut nous permettre justement de véhiculer toutes ces valeurs. Donc ce que vous faites avec nous, c'est très précieux finalement. Et il faut vraiment le faire savoir et le généraliser le plus possible et le faire évoluer aussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire parce qu'on a une responsabilité
À l'INSA ou en Normandie, on y tient. Donc la fondation qui est créée, c'est pour toutes ces diversités, hein, c'est pas que pour ça. C'est pour la promotion de nos étudiants, pour faire savoir et aussi faire évoluer, et aussi faire travailler avec des mécènes hein, qui vont nous aider et qui nous aident et qui vont nous aider encore plus. Voilà, donc je vais arrêter là, parce que Gaël me regarde, et me dit, voilà, ça y est, il est parti. Juste, voilà, je dis, c'est dommage qu'on n'a pas beaucoup d'étudiants ce soir. Vous allez pouvoir le comprendre rapidement, on est jeudi. Hein. C'est pas, je dis ça aux organisateurs, c'est pas le bon créneau pour organiser des événements où on peut accueillir des étudiants. Je pense qu'on peut aller les chercher ailleurs, on les trouvera tous. Hein. Voilà, donc, et ça c'est très bien, ça veut dire qu'il y a de la vie. Et puis, il faut qu'il en profite. Voilà, la prochaine fois, on fera mieux. Et ils étaient là cet après-midi. Et ben voilà, parce qu'il y a des activités, ils sont libres. À l'INSA, donc le jeudi après-midi, il n'y a pas de cours. Et donc, ils ont des activités associatives, sportives et autres. Mais le soir, en général, c'est compliqué. Voilà. Il ne faut pas trop leur demander. Comment? Ils ont aussi des activités, pas très associatives. Voilà. Non, mais c'est toujours humain, quoi. Voilà. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et souhaiter donc d'excellents débats. Et merci beaucoup. Merci, Gaël. Merci beaucoup. Et nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Ada Abdelli, qui est le co-auteur et acteur dans Vestiaire. Oui, merci. Je vous en prie. Alors on s'excuse pour des raisons sanitaires, il fallait qu'il y ait un espace de 300 personnes entre chaque intervenant. Ceci expliquant cela. Bon, Ada, merci beaucoup d'être présent ce soir. On est très très heureux de vous accueillir ici, à l'INSA. Ben, moi aussi je suis très heureux d'être dans une école d'ingénieurs. C'est la première fois. Je vais fois le dire à mes enfants, je ne pensais pas arriver. Alors, vous le savez, aujourd'hui, on a fait une journée spécifique dans notre école, spéciale autour du sport, du handicap, et nos élèves ont eu l'occasion de pratiquer plusieurs sports adaptés. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Ben, c'était extraordinaire, parce qu'en plus, ils m'ont fait jouer. Et d'ailleurs, j'ai été finaliste, je vous le dis, parce que voilà. J'ai découvert le basket fauteuil, et c'était vraiment extra, parce qu'en fait, c'est tous des jeunes qui n'ont pas du tout de rapport avec le handicap. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, quand vous parlez de l'humain. Finalement, c'est que ça. Et de voir une journée consacrée comme ça, avec des mises en situation, moi, ça me touche toujours beaucoup, parce que moi, ça ne se voit pas, évidemment, mais j'ai plus de 50 ans. Et du coup, de mon temps, ce n'est pas des événements qui étaient très fréquents. Et on n'avait pas voilà, une soirée comme ça dédiée au handicap, ou ouverte aux étudiants, en disant... tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué, auquel je ne pensais pas, mais vous m'avez dit, en fait, quand on repère des personnes qui sont en situation de handicap, qui sont bons, qui n'ont jamais été suivis, on se rend compte qu'en les aidant, ils peuvent être encore meilleurs. Et bien, c'est voilà, ma découverte, c'est ça, j'avais jamais pensé à ça. Donc, merci. Mais je vous en prie. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vous, de votre parcours? Oui, j'adore ça. Bah, sinon, je ne serais pas comédien. Sinon, je parlerais de vous. Non, ben moi je suis à la base je faisais du théâtre. J'avais un seul en scène à l'époque et puis voilà, donc j'ai toujours écrit, j'ai fait un peu de figuration, j'étais un peu comédien aussi, mais c'était à l'époque c'était pas trop à la mode d'être comédien et handicapé. Ça marchait pas beaucoup en fait. C'était les années 90 et on n'était pas encore prêts. Enfin, le théâtre me disait que rire avec le handicap, ça arriverait jamais. On voit qu'ils sont visionnaires. Et que, du coup, tout ce que je faisais ne marchait pas. Parce que j'avais une manière de parler de handicap qui était très différente. Et bon, j'ai arrêté. Et puis, je me suis dit, quelques temps plus tard, je me suis mis à écrire, à imaginer, parce que je faisais du handisport. J'étais nageur, ça ne se voit pas, mais j'ai été nageur de Oran, la ville. Hein. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais raconter ce que je vis dans mon vestiaire. Et voilà, ce que c'est devenu, ce que vous avez vu derrière, avec un épisode que j'aime particulièrement. C'est vrai que celui-ci, il est drôle. Hein. Et il est très très drôle. Hein. Il est très drôle. Il y a des effets spéciaux ou Il n'y en a aucun. Vous avez vu, comme je suis cascadeur, je tombe en arrière, comme ça, c'est incroyable. Mais c'est celui qui a été le plus marrant à écrire et le plus difficile à assumer après. Parce qu'en fait, quand je l'ai écrit, je me suis dit, Maître Croison, Théo, pas de bras,
pour jouer à Barbichette, c'est un truc de dingue, ça passera jamais. Donc je l'ai écrit et je l'ai proposé à mon premier producteur en me disant, il va me dire, bon alors celui-là on passe. Et puis en fait il fait passer tous les autres, il reste sur celui-là, il me dit, il est drôle, hein. Je dis, bon, bah, c'est pas grave, la productrice va dire non, la productrice a aimé, je me suis dit, bon, France 2 va dire non, France 2 a aimé. Et en fait j'ai eu pas mal de retours super sympas, donc c'est peut-être l'explication de comment on traite le handicap, quoi, à travers cette géniale série super bien écrite. Et très bien joué. Oui. Merci. Et alors, si c'est pas trop indiscret, est-ce que vous pourriez nous dire de quel type de handicap vous êtes atteint et puis peut-être les obstacles que cela a engendré? Alors, mon type d'handicap, c'est que j'ai un ego démesuré. Mais ça, je ne sais pas si c'est vraiment un handicap, mais bon. Non, j'ai la polio, j'ai ce qu'on appelle des séquelles de polio. C'est-à-dire qu'à l'âge de 1 an, j'ai attrapé la polio pour ce qu'on appelle un retard de vaccin, c'est d'actualité, hein. Et du coup, j'ai attrapé la polio très jeune et j'ai grandi avec, donc j'ai vécu et j'ai fait ma vie avec, donc je ne sais pas ce que c'était la vie d'avant, je ne m'en souviens pas. Et du coup, les complications que ça m'a amené, est-ce que vraiment c'est des complications quand on arrive dans une école d'ingénieur à 53 ans? Je ne sais pas, peut-être pas. C'est pas vraiment des complications. Merci. Alors, vous avez un petit peu expliqué peut-être l'idée de départ de Vestiaire, puisque vous étiez nageur handisport, mais entre le concept et la réalisation de la série, quel a été le cheminement? Alors étrangement, le cheminement n'a pas été si compliqué que ça, parce que quand on a eu l'idée de la série, donc je l'ai écrit avec un copain, dès le départ, on a eu un retour des gens mais les gens à qui on envoyait, c'était que des scripts à l'époque, hein, ça faisait 3 pages, le retour qu'on avait était assez sympathique, et les gens demandaient encore plus. Donc on a fait un petit festival où on a trouvé des producteurs, on a fait ce qu'on appelle des pilotes, donc on a tourné 6 épisodes pour les présenter à diverses chaînes, parce que l'idée c'était vraiment de faire le tour des chaînes, mais on savait déjà que c'était exceptionnel, c'était du jamais vu, mais même le pitch en soi, si là vous étiez tous des producteurs et que j'arrive, je vous dis voilà, j'ai une série à vous vendre, c'est 2 gars handicapés sur un banc en maillot qui racontent leur vie, a priori, c'était pas le plus excitant des pitchs. Et donc, il a quand même fallu faire pour que les gens voient ce que c'était. Donc, il a fallu faire 6 épisodes. Et la première chaîne qu'on a démarchée, c'est France 2. Et ils nous ont dit oui tout de suite. C'était il y a 11 ans, c'était en 2011 quand même. Et quand on est arrivé, il n'y avait rien. Il y avait Casimir qui parlait de handicap, mais différemment. Il n'y avait pas grand-chose, quoi. Et donc, vraiment, c'est parti de là, quoi. Et donc, ça va faire 12 ans. On est en train d'écrire la 12e saison. Et alors justement, comment vous trouvez les idées pour les scénarios de chaque épisode? Ah, vous savez, quand vous êtes un génie, il faut du talent. Après, c'est pas... Non, c'est que... En fait, la particularité de cette série, c'est vraiment le monde d'un point de vue à l'homme du handicap. Et c'est toujours décalé, il se passe toujours quelque chose. Quand on regarde ce monde-là différemment, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une histoire à raconter qui peut être un peu décalé ou qu'on peut facilement aider à être décalé. Donc en fait, on me demande juste de raconter ma vie au quotidien et je vis toujours des choses un peu, oui, extraordinaires, on peut le dire. Est-ce que vous avez parfois des retours négatifs sur Vestiaire? Ça arrive qu'on ait des retours négatifs, effectivement. On a eu la première saison, bon, généralement on a quand même des retours positifs parce que le payeur étant le décideur, je pense que si vraiment c'était... complètement négatif, on ne serait plus diffusé. Mais le retour négatif qu'on a, c'est souvent l'image et le rapport au handicap. C'est comment certaines personnes, pour qui c'est encore très très compliqué, le handicap, d'être en situation de handicap, qui ont du mal au quotidien, ont du mal à imaginer qu'on puisse traiter ça avec légèreté. Donc c'est souvent des gens qui sont encore un peu en souffrance quand même. Après, il y a des gens qui n'aiment pas artistiquement, c'est juste parce qu'ils n'ont pas de goût, mais ça c'est autre chose. Oui, après, tout le monde n'a pas d'humour. Tous ceux qui n'aiment pas n'ont pas de goût. Donc finalement, les critiques viennent plutôt de personnes elles-mêmes en situation de handicap qui vivent mal le fait qu'on puisse en faire une série humoristique. Pas que, oui. Il y en a effectivement... Quand on est, pour être honnête avec vous, quand on est arrivé en saison 1, donc France Télé avait quand même fait ce qu'on appelle un échantillonnage, c'est-à-dire qu'elle a fait visionner la série à diverses associations qui comptaient dans le monde du handicap, et on n'a pas toujours eu que des retours positifs. On a même eu un retour très très dur de la part d'une très très grosse structure. Et 3 ans après, ils nous ont invités pour nous remettre un prix. Parce qu'on débloquait quelque chose, on abordait vraiment le handicap avec
un autre regard et une légèreté qui ne se faisait pas à l'époque. Il y a aussi des gens, jusqu'à aujourd'hui, pour qui c'est compliqué de voir une personne en situation de handicap physiquement, parce qu'on est quand même dans un vestiaire, les personnages sont en maillot, et il y a des gens qui ça dérange, parce que ça renvoie à une fragilité, ça renvoie à notre fragilité, et en fait, potentiellement, on peut tous être handicapés, quoi. C'est beau, ça, ce que je viens de dire. Des fois, j'aime bien m'écouter. Oui. Vous pourrez même vous voir en replay. C'est ce que je fais souvent, je me regarde. Alors, vous dites parfois, et vous n'êtes pas le seul, mais que votre handicap est une force. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette affirmation? En fait, il est devenu ma force de fait, mais tout à l'heure, vous avez vu Théo et Philippe Croison, qui n'ont pas de bras, pas de jambes, et quand même, Philippe Croison a traversé la Manche à la nage, Théo a fait le lac Titicaca, en fait. Ils font des choses que moi je fais en avion, donc ils sont quand même forts. Hein. Mais c'est juste que cette idée que des fois on a envie de faire des choses, ça paraît compliqué, quand on est handicapé, ça paraît encore plus compliqué. Et c'est souvent parce que c'est encore plus compliqué qu'il faut le faire. Et donc c'est parce que j'ai imaginé modestement à mon niveau que le handicap ne prendrait pas possession de ma vie et qu'il ne la dirigerait pas. Étrangement, aujourd'hui, je vis parce que je suis handicapé. Ma hantise, c'est de guérir maintenant, mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'est que c'est devenu, en fait, ma faiblesse est devenue une force, parce que c'est ce qui m'a forcé à avancer, en définitive. J'avançais contre pour finir à avancer avec. Belle formule. Belle philosophie. Alors, on a longtemps caché les personnes souffrant de handicap, particulièrement quand ils étaient visibles dans des instituts, de la vue du grand public, comme si, en plus du handicap, il y avait une deuxième pénalité, hein, la honte. Hein. Les choses ont l'air de changer. Hein. Je pense à des films intouchables, ou plus récemment le film d'Alexandre Jolien, Presque, magnifique, qui est vraiment un très très beau film. Tout à fait. Il y a des chanteurs en situation de handicap, des sportifs, des humoristes, de plus en plus. Ça a complètement explosé, oui. Il y a une exposition médiatique qui augmente. Tout à fait. Pour les personnes en situation de handicap, on voit des handicaps maintenant différents. Mais est-ce que vous pensez que finalement, cette exposition croissante pour le grand public leur permet de s'habituer à l'image du handicap et à passer au-delà pour voir finalement le potentiel des gens, leurs qualités? C'est tout le sujet, c'est tout le combat. Et tout à l'heure, vous disiez qu'en étant une institution publique, vous formiez des gens. Tous ces gens-là vont arriver un jour, vont être au pouvoir, et ils vont diriger les entreprises. Et par rapport avec une journée comme celle qu'on a tous passée ensemble, ils auront déjà dans leur visuel le personnage en situation de handicap. Et nous, ce qu'on voulait avec Vestiaire, par la force des choses en fait, hein, c'est être présent pour être vu. Des fois, je dis vie. Je reparle très vite algérien. J'ai vie. Je sais pas, j'arrive pas à traduire. Et donc l'idée, c'est d'être vu parce qu'on est persuadé. Moi personnellement, je suis persuadé que plus on nous voit, moins on nous voit. C'est-à-dire que plus on rentre dans un champ de vision qui fait qu'on sera toujours là. Alors aujourd'hui, effectivement, par rapport à il y a une dizaine d'années, il y a des comédiens, je n'irai pas jusqu'à là, mais c'est peut-être le problème, c'est ce qui reste à passer aujourd'hui. Il y a des musiciens, il y a des humoristes, il y a des artistes en situation de handicap, il y a beaucoup de films qui se font sur le handicap, qui traitent du handicap. On a Théo qui est en train d'exploser en ce moment. Mais c'est vrai qu'il nous reste juste la dernière marche à franchir, c'est vraiment de devenir un comédien qui peut jouer autre chose que le handicap. Parce que quand on est handicapé, jouer le handicapé, a priori, j'ai pas beaucoup de mal. Jouer en arabe, j'arrive encore un peu. Mais après, je pense que je peux jouer autre chose aussi. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est cloisonné à ça. C'est-à-dire que les réalisateurs pensent qu'on ne peut que être handicapé pour jouer des rôles d'handicapé. Alors qu'on peut jouer, moi j'ai un copain qui est handicapé, qui est pharmacien, et un copain boulanger. Enfin bon, on peut vraiment jouer tous les métiers. Il faut juste nous donner la possibilité, quoi. Effectivement. Donc c'est vrai que la France, globalement, je pense que tous les pays, mais la France semble évoluer dans le bon sens ces dernières années. Oui. Et d'après vous, quels sont les clichés qui persistent encore autour du handicap? Parce que tout ce qu'on a dit, c'est qu'on est quand même dans un handicap gérable. L'handicap mental, c'est encore compliqué un peu. L'handicap lourd, c'est aussi un peu compliqué. Mais, et puis surtout, ce qui serait important, c'est d'effacer l'idée et l'image qu'on a du handicap qui est juste un fauteuil roulant.
Le handicap, c'est pas un fauteuil roulant. Moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était 2% des personnes en situation de handicap qui sont sur fauteuil roulant. Et pourtant, c'est l'image qu'on a aujourd'hui, quoi. Moi, j'étais à un tournoi de... Bon, c'est à Marseille, donc c'est normal. J'étais à un tournoi de tennis. Et donc, je rentre dans la salle et il y avait des chaises et je vois réservées handicapés. Je me dis, bon, ça tombe bien, je suis handicapé. Donc, j'y vais. En plus, on voit bien. Donc, je m'assois et il y a une personne qui vient me voir et qui me dit, monsieur, il faut vous lever, c'est pour les handicapés, là. Je dis, oui, ben, je suis handicapé. Il me dit, ah, vous n'avez pas de fauteuil roulant. Et je me suis levé, je suis parti, quand même. J'étais assez fier qu'on me traite comme ça. Merci. Alors, vous êtes aujourd'hui à l'INSA, donc dans une école d'ingénieurs. Oui. Et est-ce qu'il y a des conseils que vous aimeriez donner aux jeunes qui sont en situation de handicap et plus particulièrement engagés dans des études supérieures ou alors aux écoles, aux universités qui les accueillent? Ben, déjà, c'est Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, la nouvelle génération qui arrive là, après nous, est plus exigeante que nous, on l'a été, que nos parents, ceux qui étaient handicapés avant nous l'ont été. Déjà, c'est de se rendre compte, aujourd'hui, moi, je suis émerveillé de voir cette journée, déjà, de voir des jeunes qui font des grandes études s'ouvrir, aller voir ce qu'est le handicap, aller voir ce qu'est un fauteuil roulant, aller voir ce que l'univers des personnes en situation de handicap, aller à la rencontre des personnes en situation de handicap, et savoir qu'aujourd'hui, toutes ces études sont possibles. Moi, je vous jure, j'étais dans les années 70, j'étais dans une école où il n'y avait que des personnes en situation de handicap, on était tous des handicapés, et il y en avait très peu parmi nous à qui on pensait qu'ils iraient loin, mais parce que juste, on savait déjà que la plupart des endroits étaient inaccessibles. Nos directeurs nous disaient, voilà, bon, nous, on vous donne les moyens, on essaye de vous donner les moyens, mais sachez que la fac là, elle ne pourra pas vous prendre, la fac là, elle ne pourra pas vous prendre, à tel endroit, vous ne pouvez pas vous prendre. Et puis moi, j'ai pas mal de copains dans les années 70, fin des années 70, qui ont suivi leurs cours à distance. Ils recevaient c'est avant, je ne sais plus comment ça s'appelle, les cours à distance, voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, tout est ouvert. On peut vraiment prétendre partout, et c'est juste extraordinaire. Donc il faut saisir cette occasion, et on ne peut plus se dire aujourd'hui, oh, mais de toute façon ça ne sert à rien, je ne pourrais pas. Justement aujourd'hui, on est dans une période où j'ai l'impression qu'on peut dire on peut. Et ces journées le prouvent, et toutes ces journées, ces rencontres, c'est fait pour ça, quoi. Et c'est vrai que nous, on a encore des difficultés pour faire aussi passer le message aux jeunes qui sont actuellement dans les collèges, dans les lycées, pour qu'ils sachent qu'il y aurait des aménagements de scolarité pour eux, qu'ils auraient tout à fait accès à des études à l'INSA ou dans d'autres structures. Donc il y a encore du travail certainement à faire oui, parce de communication, de sensibilisation. Oui, puis il y a un autre travail à faire, c'est souvent des personnes avec un handicap qui se voient un peu moins ne sont pas tentées par le montrer ou le déclarer ou le dire. C'est tout un volet de ce que je fais aussi, c'est de dire aux gens, mais non, mais si vous êtes, il faut le reconnaître, il faut aller voir, il y a des structures qui peuvent vous aider, on n'est pas forcément dans l'assistanat parce qu'on est handicapé, quoi. Mais la première difficulté aussi, c'est de bien définir le handicap et que les gens sachent, est-ce que je suis en situation de handicap ou pas? Oui. Alors, comment vous définiriez une situation de handicap? Moi, j'avais quelqu'un qui disait, on est handicapé face aux choses qu'on ne peut pas faire. Ça définit assez bien ça, mais en fait, des fois, je ne sais pas si c'est la bonne définition, parce que moi je connais plein de gens valides qui s'interdisent des choses en pensant qu'ils ne pourraient pas les faire. Donc, est-ce que vraiment c'est ça? Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment Pendant des années, je croyais que être handicapé, voilà, c'était ce que je vivais moi et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que dans mon entourage, il y a plein de gens qui ont leurs membres, qui ont parfaitement tout ce qu'ils devraient avoir et qui sont finalement assez malheureux et encore plus handicapés que moi en définitive. Ils ont un handicap à la vie qui est un peu plus compliqué, quoi. Je pense que c'est une belle réponse, mais philosophique. Je suis littéraire, moi je m'excuse. Hein. Non mais on accepte. Merci. Merci beaucoup Ada pour cette interview. Merci à vous. On peut l'applaudir quand même, parce que franchement, c'est une belle intervieweuse. Hein. Merci. Et puis je vais passer la parole à notre auditoire. Est-ce que vous avez des questions que vous aimeriez poser à Ada? Ah, j'ai une question. Vous n'êtes pas de Marseille, vous? Presque. Ah voilà, j'étais sûr. Je reconnais les anciens Marseillais. Non, vous avez parlé de parler aux jeunes via un canal qui s'appelle France 2. Et en fait, on parle beaucoup maintenant de réseaux sociaux, de TikTok ou d'autres choses, etc.
Est-ce que vous avez des envies d'aller titiller en fait ces services pour Et diffuser l'information? Ben, en fait, ces réseaux ont déjà été pris par des... J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps en visitant un peu tous ces sites, là, 3615, etc. Le mec, il a 40 ans de retard. Ouais. Ça, c'est à l'ancienne. Et nous, au sein de l'ORTF, on voit bien que... Non, mais aujourd'hui, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, et heureusement, alors pas tous, mais heureusement quand même, à qui ça pose même pas... ça pose pas de problème d'être en situation de handicap. Et j'ai vu des jeunes filles, des jeunes garçons qui se filment en fauteuil roulant, ils font ce qu'on appelle des stories, c'est ça? Ouais, je suis branché. Et où ils se montrent au quotidien et ça marche super. Ils ont déjà pris possession de ça. Moi, je suis à France 2 le samedi à 21h, je fais déjà vieux. J'ai l'impression d'être le Armand Jameau de l'époque et tout. Je suis déjà à une autre époque, moi. Et ces jeunes-là utilisent les mêmes réseaux que mes enfants. Mes enfants les connaissent, par exemple. Moi, je suis Guy Lux, etc. C'est cette génération-là, moi, quand même. Donc, mais c'est pas plus mal donc, de passer effectivement par les chaînes hertziennes, les chaînes classiques, et que ces réseaux-là, eux, par contre, ne sont pas dans l'exclusion. Et ça, c'est vachement... Et tout le monde s'est approprié ces moyens de communication, c'est juste extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, une question pour Ada. Tout à l'heure, on parlait du regard sur le handicap. On disait, finalement, les choses évoluent pas. J'ai une question relative à la culture. Est-ce que dans nos sociétés occidentales dites évoluées, est-ce qu'on est suffisamment mûr dans le regard sur le handicap ou pas par rapport à d'autres cultures, finalement, qui ne sont pas si lointaines, l'Afrique du Nord ou autre? J'aimerais avoir le regard, le ressenti, la lecture d'Ada là-dessus. Alors, c'est marrant, parce qu'effectivement, on ne perçoit pas le handicap de la même manière selon l'endroit. Je ne sais pas si vous connaissez Joseph Chovanec, qui est autiste et qui fait un peu le tour du monde pour parler d'autisme, etc. Et il définit très bien comment être autiste en France, c'est une maladie. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, ils étaient dans les hôpitaux psychiatriques. Et en Afghanistan, ils sont considérés comme des génies, des saints, etc. Donc selon où on est, ce n'est pas pareil. J'avais envie de dire que en France, peut-être, en Occident en tout cas, on n'a pas le même rapport, on n'est pas dans la même acceptation que dans le Maghreb, par exemple, mais il y a une structure. Il y a une politique, il y a un... Enfin, c'est l'impression que j'ai. Hein. Moi, quand je vais en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, j'allais dire la politique sur le handicap change selon la personne que j'ai en face de moi. Je prends un bus sur deux, je ne me fais pas payer. Il y a des restaurants qui me font rentrer par derrière. Chacun s'applique la loi, l'acceptation à sa manière. Peut-être parce que le symbole relatif au handicap est très différent au Maghreb de celui que nous avons en France. Le rapport n'est pas du tout le même, le regard n'est pas le même, l'origine n'est pas la même, le respect n'est pas le même. Tout à fait, oui. Après, c'est le même rapport qu'on voit avec les personnes âgées, selon le pays où on est et les coutumes qu'on a. Mais quand même, je préfère être handicapé en France. Quand même, parce qu'il y a quand même il y a une vraie structure, il y a une vraie... je pense quand même qu'on a plus de chances d'être en Occident, où c'est quand même plus facile, où on peut faire beaucoup plus de choses, malheureusement, que dans certains pays. Alors j'ai une phrase extraordinaire, et elle est extraordinaire parce qu'elle est de moi. Je dis souvent, il vaut mieux parfois être handicapé en France que valide ailleurs. Parce que, surtout en ce moment, je crois. C'est beau, ça te plaît? Je te remercie. Merci. Merci. Pas d'autres questions, profitez-en, on n'a pas Ada à l'INSA tous les jours. Quoique peut-être vous allez vous inscrire. Oui. Ben, je comptais, parce qu'on m'a dit tout à l'heure qu'il y avait les cours du soir, tu m'as dit, c'est ça, hein? Donc, la formation continue, c'est ça. Pour devenir ingé. Scientifique. Moi, je suis déjà ingérable, mais bon. Mais bon, je vais faire en sorte que... Ada, est-ce que tu as des projets autres que Vestiaire, par exemple des films, justement, t'en parlais tout à l'heure. Est-ce que voilà, tu as d'autres projections un petit peu professionnelles, artistiques dans les prochaines semaines, prochains mois? J'ai actuellement, pour ceux qui aiment la bande dessinée, qui aiment les choses bien faites et bien écrites, j'ai sorti une bande dessinée en septembre 2023 aux éditions Michel Lafon, ça s'appelle Les Scouts, c'est 10,95 €, et Amazon, la Fnac, livré en 2 jours. Et
Donc j'ai fait une BD il n'y a pas longtemps, j'ai eu la chance de la faire en 2 tomes. C'était mon grand rêve de faire une BD. Et alors, on n'en a pas parlé, mais j'ai vécu une expérience assez extraordinaire parce que je découvre le monde de la BD et je fais beaucoup de salons. Mais tout le monde ne me connaît pas, ça va vous surprendre, mais tout le monde ne me connaît pas. Et du coup, quand je suis dans les salons, je suis assis derrière une chaise et je signe une BD. Alors ça parle beaucoup, comme ça s'appelle les scouts, il y a beaucoup d'anciens scouts qui viennent me voir ou des parents ou des grands-parents d'enfants scouts qui veulent offrir cette BD, mais qui ne savent pas que je suis handicapé. Et c'est très, très, très marrant voilà, de cette nouvelle vie aussi, c'est que on n'est pas toujours ramené à l'handicap. Et j'ai d'autres d'autres projets en cours, mais moi je marche toujours au projet, donc j'en ai un par jour en moyenne. S'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose de remercier encore Ada. Merci beaucoup. Et puis, on retrouve Ada tout de suite dans la table ronde numéro 1. Je vais convier nos différents intervenants de la table ronde numéro 1 à s'installer. Alors nous allons commencer cette première table ronde. Le thème, vous le voyez, hein, c'est de travailler ses potentialités pour dépasser ses limites. Un thème qui nous parlera à tous. Et puis nous avons donc 5 intervenants autour de la table. Je vais les laisser se présenter rapidement eux-mêmes. Et puis ensuite nous aurons quelques échanges, quelques questions. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Florian Mérien, je fais du tennis de table handisport en équipe de France depuis un bon bout de temps. J'ai pas 53 ans, mais dans les yeux des jeunes qui arrivent, j'ai l'impression de faire bien plus. Et je travaille pour le département de la Seine-Maritime. Je suis chargé de communication et je suis également ambassadeur du sport et du handicap. Moi, je suis Alain Vittard, j'ai 66 ans et je suis ancien international en athlétisme. Et ça se voit plus parce que voilà. Et aujourd'hui, je suis vice-président du comité départemental handisport et j'ai pas fait ma vie à aider les personnes puisque j'ai été pendant 35 ans directeur des établissements médico-sociaux, dont 20 ans à placer des gens dans le milieu ordinaire de travail. Donc, et avec mon équipe, on était à plus de 8000 contrats de travail de plus de 6 mois, voire à majorité des CDI. Voilà. Merci. Bonjour, moi c'est Robin Condat. J'ai fait mes études ici pendant 5 ans, donc je suis diplômé ingénieur informatique à l'INSA de Rouen. Et depuis 4 ans, je suis en thèse ici. Je suis actuellement en rush de thèse, donc je suis un peu fatigué, donc je suis désolé de mon état. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Delbar Jean-Luc, je suis handicapé. Et donc je joue au hand club de Canteleu depuis 7 ans. Voilà. Je viens de Suisse, j'habite en Normandie depuis 8 ans. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ces présentations succinctes, mais qui permettent au moins de vous situer un petit peu tous. On va avoir l'occasion d'échanger avec chacun d'entre vous. Florian, je vais commencer par vous. Vous êtes multimédaillé aux Jeux paralympiques en ping-pong. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours et des éléments, des événements clés qui vous ont permis d'arriver à ce niveau de compétition? Des bonnes rencontres, la chance, la réussite et puis de l'entraînement. Moi, je suis un Normand pur et dur puisque je suis né dans la banlieue rouennaise et j'ai vécu au Grand Quevilly pendant un bon bout de temps de ma vie. J'ai cédé aux sirènes de ma petite amie pour vivre à la campagne, donc voilà, elle n'est pas là, donc là je fais un peu le rebelle en disant j'étais pas trop d'accord, mais en fait j'ai cédé évidemment puisqu'on n'a pas le choix. Et j'ai commencé, donc moi j'ai eu un virus dans la moelle épinière à l'âge de 18 mois, donc je pense qu'on peut considérer, enfin moi en tout cas j'ai toujours considéré que j'avais ce handicap. Je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure. Quand j'ai pris conscience peut-être de qui j'étais, pour moi j'ai toujours été en situation de handicap en tout cas. Et puis à l'âge de 10 ans, donc je faisais pas mal de kinésithérapie. Alors je pourrais pas remarcher, mais c'était important de faire de la kiné. On m'a proposé plusieurs sports et notamment le tennis de table. Et puis à Grand Quevilly, il y a un club de tennis de table, on va dire de haut niveau. Alors ça, je ne le savais pas à l'époque, mais avec que des valides. Donc en gros, j'ai poussé les portes et j'ai dit « Bonjour, je veux faire du ping-pong ». On m'a regardé avec des grands yeux et puis on m'a dit « Bah oui, pourquoi pas ».
Voilà, donc là c'était déjà, je m'en rendais pas compte, mais une étape de gagner, puisque donc voilà, j'ai 37 ans, donc c'était il y a 27 ans, et il y a 27 ans c'était le début, on va dire peut-être des clubs handisport. Voilà, c'était pas comme aujourd'hui où forcément les personnes handicapées pouvaient être accueillies sans problème dans les clubs et où c'était référencé. Et puis voilà, on m'a dit reviens mercredi puisque c'est le jour des enfants. Et en fermant la porte, puisque je suis toujours en contact avec mes entraîneurs, ils ont dit mais on savait pas du tout ce qu'on allait faire de toi en fait. Enfin, on lui a dit oui, parce que pour eux ça tombait sous le sens en fait. On faisait du sport, bon, peu importe les aptitudes physiques, peu importe on va dire la couleur de peau, peu importe le handicap, mais en fait quand ils se sont dit merde, on lui a dit oui quand même. Et qu'est-ce qu'on va faire de lui? Voilà, puisque j'avais aucune aptitude au tennis de table évidemment. Et puis ça fait 27 ans et je fais toujours partie de ce club et voilà, j'ai progressé, j'ai eu la chance, je pense vraiment d'être toujours bien intégré dans le monde valide, que ce soit dans le sport, que ce soit à l'école, que ce soit dans ma vie de tous les jours. Donc voilà un petit peu mon parcours en tout cas, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu moi en tout cas, j'ai pas ressenti de grandes difficultés, on va dire, par rapport à cette acceptation dans les clubs sportifs ou en tout cas dans le milieu. Après, je pense que le tennis de table aide aussi parce que on est un sport qui permet vraiment l'inclusion. Les garçons peuvent jouer contre les filles, les enfants peuvent jouer contre les adultes, et puis les personnes handicapées peuvent jouer contre les personnes valides. Et on sait qu'une table de tennis de table, il y en a partout, et notamment dans les centres de rééducation. Donc c'est, je pense, le premier sport qui peut être pratiqué à la suite d'un handicap. Et quel est le temps que vous accordez à votre pratique sportive toutes les semaines? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Le temps de pratique, il est variable puisque donc moi je travaille à côté. Moi je suis pas professionnel de mon sport. On est en France assez en retard par rapport à ça et par rapport à d'autres pays, on va dire qu'on considère moins développés peut-être nous dans nos yeux de Français, alors qu'en fait je ne sais pas si c'est eux qui sont en avance, mais en tout cas, nous je pense qu'on est un peu en retard là-dessus. Voilà, moi, j'ai des titres de champion du monde, de champion d'Europe, de champion de France, et j'ai gagné 0 €. Donc nous, la seule fois où on peut gagner de l'argent, c'est, on va dire, en termes de primes au jeu. Alors déjà, c'est bien, puisqu'il y a une égalité avec les valides depuis 2008. Voilà. Moi, j'ai pas fait les jeux avant exprès, parce que j'attendais qu'il y ait des primes. C'est important que tu dis ça. Depuis 2008, les médailles sont pareilles que les valides. C'est ça. Voilà. Avant, il y avait des primes. Voilà, c'est ça. Et moi, c'est pour ça que j'ai commencé en 2008, tu vois. On est raccord. Non, mais voilà, il y a eu la première. Alors, on parle de primes et d'argent parce que c'est un peu la première question qu'on me pose. C'est, mais vous avez la même prime que les valides quand même. Oui, et c'est surtout qu'on a eu la première réception après les Jeux, après les valides. Donc, je pense que on était considérés comme des sportifs. Au début, c'était quand même, c'est génial ce que vous faites, mais on ne se rendait pas compte forcément on va dire, de l'entraînement derrière, mais que ce soit pour moi ou pour évidemment tous les autres. Moi, j'ai toujours considéré que j'avais un sport tranquille. Je fais du ping-pong assis, bon, ça va, c'est pas très violent non plus. Mais en tout cas, ça demande un peu d'entraînement. Et pour revenir un peu sur ce que tu disais, moi, je suis en période de préparation au jeu à 6 heures par jour à peu près d'entraînement, le plus possible. J'ai mon travail, un détachement au niveau de mon travail qui me permet d'avoir des jours détachés, mais évidemment de ne pas pouvoir faire que ça. Et c'est là où en fait c'est compliqué, c'est que soit je suis au ping-pong, soit je suis au boulot. C'est rassurant pour ta femme, savoir où tu es. Je sais pas, mais sans doute, ouais. Et il n'y a pas de jour de repos. Il n'y a pas de moment où on peut se poser pour des projets, pour ci, pour ça. C'est vrai que le jour où il n'y a pas de boulot, je me dis, bon, allez, c'est cool, je vais pouvoir m'entraîner. Et puis le jour où je dois aller bosser, je vais bosser. Et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est des gros emplois du temps, mais je pense comme on les a tous, en tout cas, on a tous dans nos vies, en tout cas, peu de temps à côté pour d'autres activités. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Et je pense que j'ai oublié la deuxième partie de la question parce que je suis bavard. C'était sur ce que vous apportez justement la pratique sportive à ce niveau-là aussi de compétition. Ce que ça m'apporte, je sais pas, je pense un regard différent des gens. Je suis pas le petit handicapé qui fait rien de sa vie, mais je suis un grand champion incroyable en tennis de table. Mais c'est vrai, hein. Moi, avant les Jeux de 2008, en gros, c'était c'est quand même bien ce qu'il fait. Et puis après, tout ce que je disais, c'était génial.
Oh, puis j'étais super fort, puis on a toujours cru en moi, et puis oh, c'est La incroyable. télé, ça fait le même effet. Ouais, bah, c'est ça même. Tu vois, moi je suis pas assez encore bon pour passer à la télé, mais, mais bientôt on nous a promis plein d'heures d'antenne Il y a, sur il y a peut-être France un TV. appel du pied, Ada. Là. Oui, exactement. Un appel du pied, pas trop, mais bon, c'est bon, je suis prêt. J'ai rempli Bravo, la première ligne bravo, du Ben, casting. t'as créé le malaise dans la salle, bravo. Ouais, j'ai mis les pieds dans le plat. Du Voilà, coup. tiens, exactement. On s'en va, allez, venez les handicapés, on s'en va. Non, mais voilà, qu'est-ce que ça m'apporte Moi, je me rends pas forcément compte, c'est une passion, c'est évidemment énorme de pouvoir représenter son pays, de vivre des jeux, de faire plein de choses, mais je sais pas si ça m'apporte quelque chose au quotidien. Voilà, ça m'apporte d'être tranquille sans ma petite amie, puisque t'en parlais tout à l'heure, et d'avoir un peu de temps pour moi. Non, mais Attention, c'est filmé. ouais, c'est pas grave. Elle regardera pas, elle en a marre de m'entendre. Non, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Moi, je sais pas, mais en tout cas, je pense que ça change le regard des gens. Voilà, je sais pas, si on ne connaît pas et qu'on te croise dans la rue, on va peut-être dire, oh, le pauvre. Et puis, en fait, 2 secondes après, en gros, moi, on va me voir descendre de ma voiture, on va dire, oh là là, le pauvre, ça doit être galère. Et puis, je viens là, et en fait, c'est, ah, mais c'est génial ce qu'il fait. Ah, mais... Et puis, le handicap, on l'a oublié, t'en parlais tout à l'heure, mais il y a un moment, en fait, on oublie le handicap et on n'est plus un handicapé, mais on va dire toi un comédien ou moi un sportif de haut niveau, ou voilà. Et alors que pourtant on reste les mêmes, mais c'est vrai que ça, je pense que c'est équivalent dans la vie de tous les jours et suivant le statut social qu'on a et la profession qu'on a et tout plein de choses. Merci beaucoup, Florian. Je vais m'adresser à vous. Donc, Monsieur Jean-Luc Delbar, vous êtes aussi sportif dans le handball. Est-ce que vous pourriez nous présenter dans un premier temps votre parcours et puis un petit peu comme Florian, nous dire pourquoi cette pratique sportive, ce qu'elle vous apporte? Moi, j'habitais en Suisse, j'ai vécu en Suisse, mes parents sont suisses. Ma fille est venue en Normandie. Bon, j'ai eu un accident, malheureusement, en 96, qui m'a fracassé la colonne vertébrale et je me suis retrouvé quadraplégique. J'ai entendu les docteurs dire à ce moment-là, oh, il sera en aide permanente avec en lit ou en chaise roulante. Et je ne pouvais pas parler puisque cet accident m'avait aussi coupé la parole. Je suis tombé dans le coma pendant 1 mois, je me suis réveillé. Et quand j'ai entendu les docteurs parler comme ça, j'ai crié au secours avec les yeux. Et un jour, en faisant de la rééducation avec une kinésithérapeute, il y a un doigt qui a bougé. Et là, on a appelé le docteur et puis ils ont tenté des opérations. Et j'ai gagné que le haut. Je sens plus mon corps, j'ai les 3/4 du corps qui sont morts. Et donc, je me suis dit, je reste en Suisse, j'ai fait. Mais ma fille s'est mariée. Donc, je suis arrivé ici et j'étais surpris que les handicapés faisaient du sport. Mais on a très peu en Suisse, il n'y a que des champions olympiques de toute manière, généralement, en fauteuil roulant ou un peu en basket, mais pas. Et j'ai regardé sur internet et puis j'ai vu handball camp club. Alors j'ai dit, je vais essayer, je vais voir. Timidement, je suis allé, j'ai fait une séance et ça m'a plu. Et puis ça m'a rapporté beaucoup de questions de physique en haut. Pour me forcer, mon corps était moins bon. Et en fait, j'ai oublié mon handicap, malgré que j'étais en contact avec des valides en chaise. Et puis j'ai pris plaisir, et puis j'ai appris le handball, je ne connaissais pas. J'étais déjà très sportif avant, quand j'étais valide. Mais quand mon parcours à moi, c'est que j'étais au travail, et d'un seul coup, je me suis réveillé 1 mois après. J'étais dans un monde handicapé que je connaissais pas. Et j'ignorais les handicapés. Vraiment, j'étais un peu égoïste à cette époque. Et maintenant, je leur dis bravo. C'est tout. Moi-même, en étant handicapé amateur, je fais des tournois, on va en Hollande, on a été en Belgique récemment, on fait des tournois dans toute la France. Et ça m'apporte beaucoup. Et puis, j'ai l'impression de revivre, reprendre confiance en moi. Je prends moins de médicaments. Ça, mon docteur m'a dit, continue. Et puis voilà. C'est incroyable la compétition aussi, ce que ça peut créer. Tout à l'heure, on parlait comment on arrive à se dépasser aussi. Et un des vecteurs, il y a un des facteurs. Nous, dans le handisport, moi je faisais de la natation et on recevait beaucoup de gens qui avaient eu des accidents. Mais tu as dû en voir aussi dans le monde du handisport. Et c'est vrai que la compétition, c'est un moteur extraordinaire. Oui, exactement. Parce que moi, quand j'étais en Suisse, on m'a dit vous ne conduirez plus. J'étais moniteur d'auto-école dans la poste, donc je conduisais les camions, j'apprenais à conduire à mes élèves, tout ça. Et l'accident, ça m'est arrivé à moi. Bon. Bêtement, j'ai pris
on m'a dit, on va essayer. Et là, j'ai été à Neuthuil, près de Bâle, en Suisse. Et puis donc, on m'a fait des tests sur ordinateur simulateur, et avec des calculs, tout ça. Et on m'a dit que je ne conduirais pas. Il m'a fallu beaucoup de volonté. Bon, on m'a fait des tas d'appareillages pour essayer de redonner du mouvement. J'ai plus de sensibilité, j'ai plus rien, mais le fait d'avoir gagné un peu le permis de conduire, ça m'a dit, tiens, j'y vais. C'est excessivement cher, mais le plaisir c'était de conduire, de revivre ma passion en moi. Alors, comme en 96, la Poste m'a dit, on ne peut pas vous garder en tant qu'handicapé, même derrière un bureau, quoi que ce soit. Alors, ce que j'ai fait du sport, un peu ensuite du handibike, et puis beaucoup de natation. Bon, c'était un peu le gros boudin autour pour flotter, mais je ne peux pas nager comme vous. Et donc, ça me faisait plaisir. Puis là, je continue en handball en club. J'ai 70 ans et puis j'ai envie de continuer parce que j'ai l'impression de revivre. J'admire d'ailleurs vos émissions. Ben merci, en plus vous avez du goût, c'est très bien. Merci beaucoup. Alors, on a déjà eu des éléments de réponse dans vos réponses là. Mais en termes de... Quels sont les principaux obstacles que vous avez rencontrés, que ce soit dans la pratique sportive, dans l'insertion professionnelle, qui soient liés à votre handicap, et comment vous les avez surmontés? Disons que quand j'étais quadraplégique, j'avais le sentiment d'être mort. Et avec la tête qui travaillait, il a fallu réapprendre à parler, réapprendre tout ça. Et puis le regard des gens. Quand j'ai pu me mouvoir tout seul, même en Suisse, ça arrive, les gens ne vous regardent pas. Ils ont peur, on vous évite presque de demander. Ou on se précipite pour vous aider, alors qu'on a appris. J'ai fait 5 ans d'hôpitaux de rééducation à Bâle et à Neuthuil et à Lucerne qui m'ont fait progresser malgré mon manque de sensibilité. Et j'ai dû apprendre à passer des obstacles que des fois que je ne peux pas passer puisque j'ai un manque d'équilibre depuis que j'étais écrasé, que le sang montait. Le cerveau était un peu atteint. Et donc, je me suis dit, il dans le fait qu'il y a des portes qu'on ne peut pas franchir, il y a des endroits qu'on ne peut pas franchir, on ne peut pas tout adapter. En Suisse, c'est quand même pas trop mal. En France, moi j'habite à Iflo, je vois que les trottoirs, j'ai des fois bien du mal de les franchir. Ou si je veux aller chez ma dentiste, elle m'a fait une rampe comme ça à 45 degrés, ils sont à 3 pour me pousser. Je rentre, j'ai horreur du dentiste quand même. Alors donc c'est tous des détails, et puis bon, réapprendre à conduire tout ça, et le véhicule est adapté, mais moi j'ai demandé à ce que mon véhicule soit adapté par ordinateur pour la puissance, pour le frein, tout ça, parce que j'ai quand même un manque d'énergie que je dois compenser de côté gauche, côté droit. Voilà. Mais les gens, moi j'ai une accompagnatrice, des fois qui vient pour m'aider pour certaines choses, et on ne va pas me demander à moi ce que j'ai eu, on va demander à la personne derrière, qui est valide, et dit, qu'est-ce qu'il a, votre mari? J'ai envie de dire, c'est pas ma femme. Alors j'écoute sur le côté, et puis elle explique pourquoi. Que j'étais écrasé par un char, que j'avais 500 kilos sur la poitrine, je suis tombé dans le coma, et puis moi, le grand valide, rien. Et puis bon, le fait de... Il y a des choses que je ne comprends pas chez mon ministre de Suisse, la même chose. Maintenant, il est handicapé. Il est en chaise roulante, il comprend ce qu'on peut faire pour les handicapés. Que ce soit, comme monsieur dit, autiste ou d'autres handicaps qu'on ne voit pas. Et même pour moi, des fois j'ai envie. J'ai été il n'y a pas longtemps à Yerville, enfin il y a longtemps, il y a une année, et on m'a demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les jeunes qui sont en chaise roulante pour qu'ils rentrent en classe. J'ai dit, alors je leur dis, t'es pauvre déjà? Elle me dit, vous voulez changer l'école? J'ai dit non, mais je vous dis, avec un fauteuil, vous ne pouvez pas rentrer. Il faut aussi pour monter dans les étages supérieurs. Je regrette, il faut un ascenseur. Ou alors vous portez voilà, c'est tout des choses que les gens ne voient pas. Mais on nous demande à nous, au club, en tout cas ce que j'ai pu faire même au Tréport quand j'ai vu Florian, c'était la même chose. On nous demande qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes handicapés. Je trouve qu'il y a déjà une avancée. Qu'en 96, je n'avais pas vu tout ça. Voilà. En 96, pardon. Merci beaucoup. Florian,
Justement, est-ce que dans votre trajectoire, est-ce que vous diriez que votre handicap, ça a été un frein ou plutôt un moteur? Moi, de mon point de vue, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. On trouve toujours en fait à dire ah bah c'est grâce à ton handicap que tu te surpasses, que tu fais ci, que tu fais ça. Mais en fait, on n'en sait rien parce qu'on n'a pas de moyen de comparaison avec une vie si j'avais été valide. Donc en fait, on n'en sait rien. Ça se trouve, je serais président de la République ou non mais comment ça? Bah, c'est quoi ces moqueries? Non, mais ah d'accord. Mais c'est parce qu'elle veut être présidente de la République. Ouais, c'est pour ça. C'est un vieux sujet. Non mais où on n'en sait rien, où j'aurais raté ma vie, je ne sais pas si je l'ai réussi, mais voilà. Est-ce que j'aurais été sportif de haut niveau? Oui peut-être, ou pas du tout. Est-ce que j'aurais été à l'INSA? Oui peut-être, ou pas du tout. Voilà, non mais on en sait rien. Suisse? Oui, ou pas du tout. non mais on n'en sait rien, donc c'est compliqué. C'est compliqué de dire. Moi je pense que le caractère fait beaucoup, l'entourage. Moi, j'ai eu cette maladie en étant tout petit, donc je pense que la force de caractère, c'est plutôt mes parents qui l'ont eu que moi, évidemment. Voilà, c'est eux qui se sont sans doute battus pour que je sois dans des écoles, on va dire, traditionnelles ou normales. C'est pas moi, voilà, en rentrant en maternelle, qui ai fait des pieds et des mains pour pouvoir rentrer à la maternelle. Des mains plutôt, ouais. T'as pas vu mes pieds, c'est pour ça. Ça me rassure, je suis pas la seule. Ça. C'est fait exprès, c'est pour te remettre dans la partie, tu vois, que moi aussi je fais ça. Et, non, mais c'est compliqué de dire en fait, est-ce que c'est un moteur ou un frein, j'en sais rien. On transforme toujours en disant c'est devenu une force, quelle force incroyable, mais on n'a pas de moyen de comparaison. Moi en tout cas, j'ai pas de quand j'étais valide et maintenant en étant handi, donc c'est dur de répondre. En tout cas, moi j'ai pas eu on va dire de difficultés particulières, ou en tout cas je m'en rappelle pas, ou ça n'a pas été des éléments négatifs en tout cas dans ma vie. Voilà, moi j'ai suivi une scolarité tout à fait normale, j'ai eu le sport à côté, j'ai eu plein de choses, mais c'est dur de répondre est-ce que c'est un frein ou un moteur. Merci beaucoup. Monsieur Vittard, je vais vous passer la parole. Vous l'avez dit un petit peu en introduction, vous accompagnez des personnes en situation de handicap pour leur insertion professionnelle ou dans leur pratique sportive depuis très très longtemps maintenant. Oui, j'ai passé ma vie à ça en fait. Alors est-ce que vous pourriez justement nous parler un peu de votre parcours et puis peut-être nous dire comment concrètement vous accompagnez les athlètes handisport? Mon parcours c'est très simple. Moi j'ai voulu être prof de sport. Et au bout de 3 semaines, j'ai été éliminé parce qu'on m'a appelé un matin très tôt, j'étais à la piscine, j'avais des verres de contact, et parce que je savais que je pouvais, parce qu'à l'époque, si aujourd'hui on peut faire les études qu'on veut et qu'il faut juste le bon niveau qu'il faut, il y avait des minimums. Et le minimum, c'était d'avoir 3 degrés, 3 dixièmes dans chaque œil pour être prof de sport, ce que je n'avais pas. Là, on ne se rend pas compte parce que c'est mon luxe, c'est les lunettes. Mais donc je me suis fait virer en l'espace de 5 minutes, puisqu'on m'a appelé, vite, visite médicale, le machin, j'avais les lunettes de contact, j'avais les verres de contact dans la poche, j'ai pas pu réussir à en mettre un, j'en ai mis un, j'ai pas mis l'autre, évidemment j'ai été découvert, j'ai été viré dans la foulée, et j'étais international en athlétisme. C'est-à-dire que je passais déjà 4 heures à 5 heures de course à pied par jour, puisque j'étais coureur, et du jour au lendemain, ça s'arrête. Alors ça fait un choc quand vous avez 19 ans, et puis parce qu'en fait, moi j'étais tracé, quoi. Moi j'étais fait pour être prof de sport, pour aller au bataillon de Joinville, j'étais déjà sur Citerre, donc j'étais rentré, j'étais sur rail, quoi. Et puis je suis sorti des rails. On m'a fait sortir des rails. Alors je l'ai accepté. Enfin, je ne l'ai pas accepté, on va dire. Je ne l'ai pas accepté, mais j'ai surtout cherché à retrouver quelque chose pour avoir du sens à sa vie. Et je pense que ce qui est le plus important, de ce que je peux dire, c'est que par rapport à tout ce qu'on fait, il faut trouver du sens à ce qu'on fait. Et si on ne trouve pas de sens, on doit être malheureux. Donc, on trouve du sens à travers le ping-pong, le tennis de table, trouve du sens en tant que comédien, trouve du sens en tant que rebondir avec les difficultés qu'on a. Et moi, j'ai trouvé du sens. J'ai trouvé un satellite, c'est d'être éducateur spécialisé. Et puis, je devais avoir une âme de responsable, je ne sais pas. En tous les cas, j'étais vite directeur. Et j'ai passé ma vie
à aider les autres, à aider les gens. Et les gens qui avaient une différence. Parce que moi, je l'avais. J'en ai jamais parlé d'ailleurs, parce que je crois que c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'autre. Et j'ai fait en sorte d'aider tous ceux qu'on me présentait qui avaient une différence pour les rendre comme tout le monde. Parce que si je crois qu'il y a une chose, c'est qu'handicapé, ça n'a jamais été un métier. Handicapé, c'est pas un métier. Ils sont d'abord secrétaires, kinés, comédiens, pongistes, mais c'est pas un métier. Et donc à partir de là, j'ai travaillé, puis j'ai eu une équipe, et puis on a placé des gens avec des réussites, avec des échecs. En tous les cas, une vie donnée aux autres, c'est sympa. Parce que maintenant qu'on est en retraite, que je suis en retraite, je ne me cache pas, mon nom est dans l'annuaire, puis quand je traverse la rue, on ne me crache pas la figure, mais on me serre la main. Donc ça, je trouve ça sympa. Ça, j'aime bien. Effectivement. Je ne suis pas comédien, mais il y a peut-être un fond de cabot aussi au fond de moi. Voilà. Et alors, en termes d'accompagnement des athlètes handisport. Alors, je crois qu'un athlète, c'est donner le meilleur de soi-même. C'est avoir une philosophie de vie. Moi, je sais qu'athlète de haut niveau, après j'ai passé 35 ans, 40 ans sans faire beaucoup de sport, parce que le travail, ça prend un peu. Puis quand on dirige des structures, ça prend beaucoup. Hein. On se lève tôt, on oublie certaines choses qu'on peut retrouver après, hein, parce qu'après, il faudra rester en bonne santé, ou une santé qui permet de pouvoir repartir faire du sport. C'est ce que je fais depuis quelques temps. Mais en tous les cas, c'est une philosophie de vie. L'envie de se dépasser, se dire que par le travail, on peut acquérir beaucoup de choses. On peut rêver et on peut atteindre ses rêves par le travail. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu un métier pour passion et j'ai beaucoup travaillé. Mais comme plein d'autres, je n'ai pas travaillé plus que les autres, j'ai travaillé comme les autres. Et donner du sens à ce que je faisais. Et quand j'ai accompagné des personnes en situation de handicap, en fait, ce qui était important, c'était de travailler sur leur potentialité restante. Parce que quand on perd ses capacités, quelquefois c'est perdu pour tout le reste de sa vie. Mais il reste toujours quelque chose. Il reste des potentialités. Et c'est ces potentialités-là qu'il faut travailler. C'est ça qu'il faut aller amener. Et c'est ces potentialités-là qu'il faut organiser. Alors moi, je suis très content d'être à l'INSA parce que j'ai une petite... j'ai la petite fille de ma compagne qui a fait l'INSA à Lyon. Et je maîtrise aussi ce que peuvent faire les ingénieurs maintenant au niveau des technologies pour permettre à des handicapés d'avancer. Donc tout à l'heure, j'entendais une voiture qui marche comme ça. J'ai mis en place une équipe Cécifoot au Havre il y a quelques temps avec le HAC. Et je sais qu'ils ont des difficultés avec les terminaux bancaires. Je me suis aperçu parce qu'on me l'a dit, et dans ma belle famille, ils ont travaillé là-dessus par Thalès et le Crédit Agricole, parce que tout à l'heure, je crois qu'il y a quelqu'un de Crédit Agricole. Il y a une carte bancaire maintenant qui a voix. Ce qui fait que les personnes vont payer qu'une fois, ils ne vont pas mettre leur truc, on les débite, et puis comme ils ne savent pas, ils la remettent, ils sont débités une deuxième fois. Ben non, maintenant, ça y est, ça se met en place. Ce sont des ingénieurs qui ont mis ça au point. Donc ce sont des équipes d'ingénieurs chez Thalès, et moi je suis à l'autre bout auprès des personnes en situation de handicap, mais quand ils me parlent de leurs soucis, il y a ça. Donc je suis très sensible à ces choses-là. On parlera justement un petit peu de tous ces aspects technologiques dans la deuxième table ronde. Ouais. Merci beaucoup. On a parlé beaucoup du sport, mais il n'y a pas que le sport pour dépasser ses limites et développer des potentiels. Robin, merci d'être là, malgré ce travail de thèse fatigant, on le sait. Alors, est-ce que vous pourriez, Robin, nous parler un peu de votre parcours et nous dire dans quel domaine vous avez choisi de développer votre potentiel ? Je commence par le parcours, comme ça, oui. Bon, moi je suis vraiment de la région, j'ai vécu petit à Côte-Bec-en-Caux, dans une magnifique petite bourgade. Je suis passé enfance assez normale en fait, et juste aux alentours de mes 4 ans, oui, je crois que c'est 3-4 ans. C'était bizarre, j'avais des trous dans les jeans et tout. J'étais un peu
Et puis un peu fatigué constamment lorsqu'il fallait faire le moindre effort physique et tout. Et après des tests, on s'est rendu compte que non, j'étais pas un punk en fait, j'étais pas grunge, non, c'est juste que j'avais une neuropathie en fait. Et puis on a découvert que ma mère aussi l'avait, mais depuis des années en fait, mais qu'elle ne le savait pas, mais à un stade moins grave quoi. Et du coup, s'en est suivi une enfance en fait assez normale, collège, lycée et tout. J'allais juste au kiné, donc bon, ça permet d'avoir les ragots du village le matin avec les petits vieux, très sympathique. Et dire qu'à l'époque c'était mieux avant, enfin voilà. Et puis après ça, en fait, j'ai atterri à l'INSA ici. Et puis ça fait 9 ans que j'y suis en fait. Donc j'aime bien les locaux, j'ai envie de dire, d'une manière. Que les locaux, pas vos enseignants? En tant que thésard, maintenant je donne des cours en fait. Donc vous êtes passé de l'autre côté. Je suis passé de l'autre côté, exactement. Je peux martyriser les élèves et ça c'est bien. À ma manière. Non, je suis très gentil, j'espère qu'ils m'aiment bien. Et du coup, oui, en fait, moi, j'ai jamais été un très grand sportif, on va dire, vraiment très très peu, mais pas par problème de handicap, mais juste parce que la flemme, je crois, vraiment. Et moi, j'ai décidé de m'exprimer autrement, mais rien à voir avec le handicap. J'ai fait de la musique depuis tout petit, j'ai fait du saxophone depuis beaucoup de temps, en fait. Et puis ici, j'ai fait, mais c'est génial, non seulement on a des études, mais on peut faire beaucoup de musique. Et j'ai peut-être un peu trop abusé sur la musique ici, un peu beaucoup trop. On hésitait entre m'appeler tiers-temps pour le tiers-temps que j'avais quand j'avais mes examens ou mi-temps parce que je venais à la moitié des cours. Donc voilà. Oui, non, je suis pas un modèle, hein, vraiment. Mais du coup, oui, niveau musicien, j'ai fait beaucoup de musique ici, plein de choses et tout. Ça, pour moi, c'est pas un amphi, pour moi, c'est une scène de spectacle où il s'est passé pas mal de trucs un peu incongrus dessus. Ne vous inquiétez pas, hein, tout est filmé, hein, donc il n'y a rien de vraiment illégal. Et puis, ça m'a permis aussi de faire beaucoup d'associatifs au niveau de l'INSA. Je me suis énormément épanoui. Enfin voilà, j'ai pu organiser plein de choses. Et voilà. Et maintenant, je suis resté pour faire une thèse maintenant sur le véhicule autonome avec l'intelligence artificielle. Donc voilà. Et donc ça fait 4 ans que je suis sur cette thèse, que je dois bientôt finir, que j'ai des deadlines. Ce qui explique aussi un peu la fatigue, je m'en excuse encore. Merci beaucoup, Robin. Ada, est-ce que tous ces témoignages font écho à votre parcours? Est-ce qu'ils vous inspirent peut-être pour des futurs scénarios de Oui, surtout la voiture avec l'intelligence artificielle. Ça peut faire quelque chose de plus. En fait, ça sera très pratique pour les personnes en situation de handicap dont on parlait tout à l'heure qui ne pourraient pas conduire. Ce serait extraordinaire quand même. Il y a encore beaucoup de travail. Oui, bien sûr. Ouais. Je sais ce qui se passe derrière, il y a encore beaucoup de travail. Mais oui, effectivement, oui. C'est intéressant de travailler dessus, justement. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à l'auditoire. Vous avez certainement des questions que vous souhaitez poser à tous nos intervenants. Moi, je voulais savoir, quand on est en situation de handicap et qu'on va vers le sport, est-ce que ça ne forge pas l'autonomie, justement? Est-ce que... voilà. Oui, forcément, parce que moi, j'ai fait mes premiers stages équipe de France à l'âge de 14 ans, avec que des adultes. Donc, on a l'impression d'être totalement autonome et d'être le meilleur. Et on n'a rien à nous apprendre. Et en fait... voilà, on apprend que les gens ont le permis, qu'ils sont en vie maritale, on va dire, ou en tout cas en couple, que tout plein de choses. Donc oui, évidemment, on apprend et on grandit plus vite. Mais ça, c'est aussi d'être, je pense, intégré au monde adulte assez vite. Ça pourrait être pour peut-être n'importe quel enfant ou ado qui serait mélangé avec des adultes. Mais en tout cas, je pense qu'on apprend plein de petites astuces de la vie de tous les jours. Qu'on peut, oui, on grandit plus vite et on devient en tout cas un peu plus autonome. Mais c'est sûr que moi, à l'âge de 14 ans, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est papa et maman qui faisaient tout, en tout cas beaucoup. Et puis là, on arrive en stage tout seul et on ne veut pas non plus dire que
papa et maman font tout, donc on fait tout comme les autres, et forcément, on grandit peut-être plus vite, mais ça, encore une fois, est-ce que c'est le sport ou pas, je sais pas, mais en tout cas, c'est d'être peut-être mélangé à des adultes, ça c'est certain. On a le temps pour une autre petite question, si vous voulez. Non. Alors sachez que vous pourrez retrouver tous nos intervenants à la fin. Il y aura un petit cocktail, donc ce sera aussi l'occasion d'échanger. Écoutez, je vous remercie beaucoup, tous les 5, pour cette participation à la table ronde. Eh bien, je vais maintenant passer la parole à Jean-Christophe Buvat, qui était encore il y a quelque temps directeur du département de maîtrise des risques industriels, et puis à Arnaud Kuhn, qui est un diplômé de ce département-là et qui va nous faire part de son parcours, de son expérience. Donc, merci. Arnaud, donc, ingénieur INSA promo 2015, donc la spécialité dans laquelle j'ai été directeur de département pendant 10 ans. Tu as fait des études d'ingénieur et ce que j'ai retenu en fait de ces études, de ton passage à l'INSA. C'est pas moi qui parle, hein. Parce qu'il me regarde, mais c'est pas moi. Tu dis bien que c'est pas moi que tu parles. C'est le jeune homme qui est au-dessus de moi. C'est toute cette posture d'engagement, tout ce parti pris de vie que tu as et de la dignité que tu as défendue au quotidien. Tout ça, ça m'a vraiment impressionné et ça m'a fait réfléchir à pas mal de choses. Je n'avais pas forcément toutes ces clés de lecture. Et finalement, pour te décrire, en fait, je reprendrai les mots de Jolien, que la difficulté t'a aguerri, elle t'a stimulé et elle t'a obligé à trouver des solutions. Alors, je te remercie de ta présence parce que je t'ai contacté très rapidement, il y a quelques jours, et tu as accepté de venir. Donc, encore un grand merci. Est-ce que tu peux nous donner quelques mots sur ton parcours, sur les difficultés et sur la manière dont on aurait pu encore mieux t'accueillir ici à l'INSA? Merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Je suis Arnaud Kuhn, je suis ingénieur diplômé de l'INSA en 2015 en maîtrise des risques industriels. Sur mon parcours, j'ai commencé à l'INSA en 2009 dans le cadre de la classe préparatoire intégrée et l'unique aménagement par rapport à mon handicap au départ, c'était le tiers-temps, les examens. Au fur et à mesure, il y a une aide à la prise de notes par les cours qui s'est faite. Et en arrivant dans le département MRI, j'ai eu le bénéfice du suivi d'une professeure référente. Donc, une fois diplômé en 2015, j'ai commencé à chercher un travail en sécurité environnement. J'ai travaillé pendant 2 ans, mais j'avais de grosses difficultés en communication, notamment pour m'affirmer auprès de collègues. Et c'est ce qui m'a poussé à me reconvertir dans l'informatique, avec une formation adaptée aux troubles autistiques Asperger. Et ce qui fait que maintenant j'assume complètement mon handicap et mes collègues de travail sont au courant et je peux avancer en conséquence. Et donc je travaille aujourd'hui en informatique, mais tout en ayant des projets liés à la sécurité environnement. Et donc, pour revenir sur l'INSA, le principal aménagement, c'était le suivi d'une professeure référente. Merci. Je ne sais pas combien de temps ça doit durer, c'est pour ça que moi je peux durer encore plus longtemps. Mais Alors, on me fait signe qu'on est déjà en retard, donc pas forcément très très longtemps, mais juste, tu avais posé une question, Arnaud. J'aimerais bien avoir des éléments de réponse. C'est vrai, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus pour t'accompagner mieux dans l'école? Je dirais que à l'époque, je ne sais pas, mais maintenant, avec le recul et
Et la meilleure connaissance que j'ai de moi maintenant, je dirais que l'aide d'une coach spécialisée dans la communication autistique aurait pu aider pour être là en support auprès des enseignants, des élèves et de moi, afin de faire l'intermédiaire s'il y a des difficultés ou des malentendus dans la communication. Et moi, je peux témoigner parce que moi, je l'ai eu en cours j'ai eu pas mal d'heures de cours avec toi. Et les difficultés, en fait, on s'en rend pas compte. C'est ça, quand on est enseignant et quand on fait des choses, on se rend pas compte de choses. Et de ce côté-là, j'ai mis un certain temps moi-même, hein, j'ai mis du temps à comprendre, en fait. Et petit à petit, et je dois reconnaître que c'est les conversations téléphoniques avec tes parents, avec ta mère, en fait, surtout, qui a fait que j'ai commencé à comprendre des choses et je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas laisser passer comme ça, et il faut s'aménager. Et donc, j'aurais aimé aussi avoir un avertissement en me disant, ben voilà, il faut l'accompagner comme ça, il faut mettre en place tout un système de façon à l'aider au maximum à faire ses études, puisque tu es capable de faire tes études. Donc il faut l'adapter, il faut adapter notre manière d'enseigner, il faut adapter un certain nombre de choses. Et ça, on m'en suis rendu compte que un peu tardivement par rapport à ce que j'aurais pu le faire dès le début. J'ai aussi mis du temps à me rendre compte de comment expliquer réellement mes difficultés et quelles étaient réellement celles-ci. Depuis longtemps, depuis toujours, je suis handicapé, mais je n'avais pas d'étiquette précise, entre guillemets. À un moment, on a pu me diagnostiquer sur certaines parties, mais qui n'expliquaient pas tout, toutes mes difficultés. Je ressentais depuis toujours des difficultés de communication, mais sans pouvoir les expliquer précisément. Et c'est uniquement en 2018 que j'étais diagnostiqué spectre autistique. Au-delà de l'étiquette, ça permet surtout de s'appuyer sur un suivi spécialisé et de pouvoir avancer plus nettement. Merci beaucoup Arnaud pour ce témoignage. Et puis Jean-Christophe, merci d'être venu toi aussi témoigner du côté enseignant, des difficultés qu'on peut rencontrer. Je vais proposer à tous nos intervenants de la table ronde numéro 2 de nous rejoindre. Vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup. Oui, oui. Non, non, mais allez-y. Bonsoir. Moi, je voulais féliciter Arnaud. Je te remercie. Je ne sais pas si tu me reconnais, ça ne me rajeunit pas tout ça. Virginie d'Handisup. Ah, c'est vieux, hein. Je te félicite pour ton parcours. Je suis ravie que tu sois venu témoigner. Je suis aussi un peu scotchée de ce diagnostic. On était moins bon à l'époque qu'on l'est aujourd'hui sur l'autisme. Et ça explique beaucoup de choses. Et j'en profite pour remercier l'INSA et les enseignants, mais particulièrement Stéphanie Bocquet qui fait un travail formidable au quotidien. Elle est juste là, elle se cache, ouais, mais elle est là. Tout à l'heure, que j'appelle la CPE, la CPE de l'INSA, et parce que ça fait quand même des années qu'on accompagne vos étudiants et voilà, qu'on travaille ensemble. Et on a d'excellentes réussites de parcours. On a eu Maxime, enfin on en a eu plein aussi, mais des handicaps parfois très lourds et des jeunes en qui on ne croyait pas. Et vous êtes toujours cru en eux. Et je trouve qu'à l'INSA, c'est une excellente école, et particulièrement pour le handicap. Donc voilà, je tiens à vous remercier à tous, et puis particulièrement Stéphanie. Merci et bravo Arnaud. Merci beaucoup. Je vais vous laisser vous présenter vous-même en quelques phrases, s'il vous plaît. Honneur aux dames. Alors, je me présente. Georges Gavignac, je suis responsable de la mission handicap auprès du Mutuelle Assurance Rouennaise, qui est la Metmut, et j'ai le plaisir de travailler avec Marie-Noëlle Moello, qui est venue avec moi ce soir. Donc Myriam Henry, donc je suis en charge de la diversité au sein du Crédit Agricole Normandie-Seine, et je suis également responsable de la mission handicap. Donc je vais un peu développer, c'est que le handicap
Chez nous, ça concerne une centaine de personnes en situation de handicap sur 2 départements. On a 2000 collaborateurs. Et puis en national, c'est aussi 4500 personnes qui sont rentrées au Crédit Agricole depuis la signature du premier contrat, le premier accord en tout cas en 2006. Et nous sommes à notre 4e accord d'entreprise. Merci. Donc, Marie-Noëlle Mello, donc j'ai l'immense honneur de travailler avec Georges au quotidien. Voilà, parce que Georges m'a beaucoup appris depuis quelques années à ne surtout pas insulter l'avenir. Enfin, je ne vais pas le citer, il le fera lui-même. Donc voilà. Donc je suis ravie d'être là. En quelques mots, je travaille à la Matmut depuis une petite vingtaine d'années et sur le handicap depuis 2013. Voilà. Pascal Carpentier, moi je suis chargé de mission Tragéo. Alors Tragéo Normandie, hein, pas Vinci, mais Normandie, pour tout simplement accompagner dans le maintien dans l'emploi l'ensemble des collaborateurs Vinci qui rencontrent justement des difficultés de santé au cours de leur carrière. Merci beaucoup. Alors, peut-être pour commencer, vous pourriez nous parler un petit peu de l'attention que vous portez à certains critères dans les CV que vous pouvez recevoir au moment des recrutements, et quels sont dans un parcours justement ces critères qui vont attirer votre attention, et puis plus généralement, quelle est l'attention portée aux diversités dans vos recrutements? Il y a plusieurs questions. Beaucoup de questions. C'est vrai, alors déjà, c'est vrai que notre approche au sein du Crédit Agricole Normandie-Seine, c'est vraiment de gérer des diversités comme elles sont représentées dans la société et dans notre clientèle. Donc en fait, on recrute, on cherche à travailler avec des personnes qui sont issues, qui ont plein un parcours diversifié, mais en tout cas qui ont un profil qui soit autant des gens qui sont diplômés, pas diplômés, des gens qui sont issus de parcours différents et issus d'origines différentes aussi, des hommes, des femmes, voilà. Et c'est ce qui va faire en fait cette variété de profils qui va faire qu'on va pouvoir tous travailler ensemble. Donc c'est vrai que dès le recrutement, en fait, on essaie de bannir en fait toutes sortes de discriminations. On est formé, enfin les personnes en charge du recrutement sont formées également à la non-discrimination. Et puis on va aussi mettre en avant l'égalité des chances, parce que ça c'est quand même important. Notamment, on est aussi une banque mutualiste, hein, donc ça c'est notre ADN. Et c'est ce qui va faire cette richesse qu'on va avoir au sein de chacun des parcours va faire qu'on va pouvoir tous travailler collectivement ensemble et puis s'épanouir individuellement également. Donc ça c'est très important et ça va permettre aussi de créer une force et une performance au sein de l'entreprise. Alors, notre journée a été axée aussi vers le sport. Est-ce que la pratique d'un sport, c'est quelque chose qui vous interpelle dans un CV ? Alors, je dirais oui, il n'y a pas que ça. Il y a d'abord la motivation. C'est vrai que la motivation, on peut être compétent, mais si on ne peut pas travailler collectivement ensemble, et puis si on n'a pas envie de s'épanouir non plus individuellement et de travailler aussi pour ça, ça va être difficile de mettre en œuvre des compétences. Sur le parcours, c'est vrai que dans un CV, contrairement aux anglo-saxons, hein, pour qui c'est important, nous en France, le CV, on regarde souvent les petites lignes en bas où on a intérêt personnel et dedans on a, si on a par hasard, pratique sportive, c'est vrai que en tout cas nos chargés emploi-carrière vont avoir beaucoup plus d'attention et poser des questions sur la pratique sportive. Parce qu'on a un mantra qui s'appelle le sport école de la vie au sein du Crédit Agricole. Et ça fait plusieurs années, alors déjà, ça fait 40 ans au moins, je crois, qu'on soutient l'équipe, le foot, avec le soutien à l'ensemble des associations de foot amateurs, mais on soutient aussi 28 disciplines sportives et 200 000 clubs sportifs, 20 000 clubs sportifs tous les ans, à chaque saison. Donc le sport, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui nous parle. C'est le vivre ensemble.
c'est aussi l'abnégation, la force, la persévérance, le respect de l'autre, la confiance en soi. Et ça, c'est vraiment très, très utile au sein de l'entreprise pour travailler tous ensemble. Donc, on a créé aussi, depuis 2016, grâce au sport, une promotion qui s'appelle avec l'agence d'éducation par le sport, avec lesquels nous avons été le premier organisme bancaire à le faire, une promotion pour accompagner des jeunes pour lesquels le CV n'est pas forcément celui qu'on attendait par rapport au diplôme pour être conseiller de clientèle particulier. Et aujourd'hui, en fait, pour mener ces jeunes-là au poste, au métier de conseiller de clientèle particulier. Et aujourd'hui, c'est vrai, c'est une vraie réussite parce qu'en fait, les valeurs du sport, ça permet aujourd'hui, on est allé chercher par rapport à ça, par rapport à des clubs qui les ont identifiés. Et on s'aperçoit que c'est possible de vivre ensemble et de travailler ensemble grâce à ça. Donc on a mené la première, c'était une expérimentation, beaucoup de gens n'y croyaient pas beaucoup. Et en fait, c'était en 2016, avec 14 jeunes. Sur 14 jeunes, il y en a la moitié qui aujourd'hui sont toujours dans l'entreprise, donc avec un CDI, et qui ont évolué. Et ça a permis aussi, par rapport aux autres, donc nous on a fait depuis de l'inclusion, parce qu'en fait on marche en avançant, et puis on a fait une deuxième promo, une troisième, et là en fait on a aussi fait vraiment de l'inclusion parce qu'on a recruté ces jeunes-là. Alors dedans il y a des jeunes qui sont aussi en situation de handicap, mais pour nous c'est pas un critère, le premier critère, c'est clair. Voilà, on veut tous travailler ensemble, et en fait c'est vraiment le sport qui réunit ces jeunes-là. Et on est à la troisième promotion, et là en fait on a pris des jeunes, mais on les a intégrés aussi avec des conseillers de clientèle qui sont en formation chez nous et qui apprennent en fait de ces jeunes-là. Donc ça c'est fort aussi parce qu'on voit que c'est possible, parce qu'en général dans la banque on recrute plutôt des personnes qui sont bac+2 à bac+5. Ces jeunes-là, beaucoup sont plutôt niveau 3e, échec scolaire, bac et bac+2, donc en fait c'est pas un groupe homogène, mais on s'adapte et ça fait des petits. On est aujourd'hui à 400 jeunes en national qui ont été recrutés grâce à ce parcours qui s'appelle Déclic sportif, et dont la moitié aujourd'hui sont entrés au Crédit Agricole. Mais même quand ils ne rentrent pas au Crédit Agricole, on travaille avec l'agence d'éducation par le sport pour qu'ils aient aussi une autre sortie. Parce qu'aujourd'hui, on leur a mis le pied à l'étrier, il faut que ça leur serve. Et pour 94% de ces jeunes-là, il y a une sortie positive. Ils ont un métier aujourd'hui. Donc c'est un vrai parcours de vie aujourd'hui. Et nous, on les a vus évoluer, puisque la première promo, certains font des diplômes en interne. Et il y a une vraie envie de se dépasser, de prouver, d'avoir de la confiance aussi par rapport à ça, et de prouver que c'est possible. Et tout ça grâce au sport. Merci beaucoup. Alors, on parle recrutement, là, mais on sait statistiquement qu'il y a 80% des handicaps qui apparaissent au cours de la vie. Donc, il y a des salariés qui voient leur vie bousculée par un accident. Monsieur Delbar nous en a apporté un témoignage dans la première table ronde, par une maladie. Comment est-ce que vous accompagnez les salariés qui se retrouvent face à cette difficulté ? Alors c'est vrai, c'est un constat, et Ada l'a dit tout à l'heure, potentiellement on est tous handicapés. C'est-à-dire qu'il peut arriver un moment de la vie où forcément on va traverser une épreuve, qu'elle soit un accident, qu'elle soit une maladie, qu'elle soit une déficience quelconque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le constat que nous faisons à la Matmut. Aujourd'hui, plus de 80% des gens qui sont aujourd'hui salariés chez nous, c'est-à-dire 400-450 collaborateurs, sont des gens qui, pour l'essentiel, ont été embauchés en bonne santé, ou en présumée bonne santé. On le sait aujourd'hui, sur ces 400-450 personnes chez nous, vous avez une ancienneté moyenne d'appartenance à l'entreprise lors de la survenance du handicap qui est de 20 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on embauche les gens à 25 ans, ils ont une situation de handicap globalement à 45 ans. Ça concerne toutes les situations, ça concerne tous les profils, ça concerne des classes plutôt modestes, ça concerne des personnes de direction. Le conseil est celui-là.
c'est que le handicap fait partie de la vie et qu'il accompagne bien évidemment le plus souvent, de façon normale, j'allais dire, un être humain. Ça fait partie des choses qui arrivent et aujourd'hui, il convient de prendre, comment dirais-je, en considération l'entreprise. Pourquoi? Nous avons une politique de maintien dans l'emploi qui fait que, à partir du moment où un collaborateur va effectivement connaître cette situation, nous devons, en lien et sous l'égide de la médecine du travail, lui permettre de retrouver une activité normale. Le plus souvent, c'est le cas. Alors, c'est un apprentissage. Pourquoi? Une personne qui est en situation comme ça de souffrance physique, si elle est longue, eh bien, le retour à l'emploi ne sera pas total tout de suite. C'est un retour qui est un retour partiel et il incombe à l'employeur d'accompagner. J'aménage le temps de travail, j'aménage le poste. Pourquoi pas, je vais consentir un investissement minimum sur la formation. Pourquoi? Parce qu'on va, dans certaines hypothèses, être amené à reclasser la personne. L'objectif, il est clair. L'objectif, c'est éviter à tout prix l'inaptitude. Pourquoi? Parce qu'à travers ces parcours accidentés, nous avons d'excellents collaborateurs. Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne soient pas d'excellents collaborateurs après un accident, après une maladie. Et nous vérifions tous les jours. Alors on va sortir des clichés, les gens handicapés sont forcément plus performants, plus travaillants. Non, ils sont comme les autres. Et d'ailleurs c'est ça en fait l'intérêt. Ça fait partie de la vie, ils sont comme les autres. Pas forcément plus motivés, plus absents, plus gentils, plus méchants. Non, pas du tout. En plus gentils quand même. Plus gentils quand même. Oui, il a raison. Ils sont plus gentils. Mais voilà, on a effectivement tous les profils. Et aujourd'hui, il faut être clair. Dans une entreprise, on ne peut pas avoir une belle politique de prise en considération du handicap si on n'est pas capable de, effectivement, avoir une politique ambitieuse de maintien dans l'emploi. Alors, je veux faire la promotion un peu de la Matmut. Pas de mal. Aujourd'hui, la Matmut, c'est plus de 7% de gens en situation de handicap. C'est au niveau de la branche assurance l'un des meilleurs pourcentages. Et ça passe par quoi? Ça passe par une véritable ambition dans la prise en charge des personnes qui ont eu cet accident de vie. Nous le savons, globalement, et même si ce n'est pas durable, une personne sur deux à l'âge adulte pourrait être concernée potentiellement par une situation de handicap. Alors elle est durable, elle n'est pas durable. C'est à l'employeur, il appartient à l'employeur de gérer cette situation. Alors ça peut aller loin, ça peut aller, j'allais dire, dans la prise en charge comme ça d'une période d'inactivité longue, de temps partiel très réduit. On peut revenir aujourd'hui en emploi à 40% de son temps. Et pourtant, on peut effectivement investir, j'allais dire, sur la personne, même si elle n'est présente qu'à 40%. On sait qu'à 40%, on donnera le maximum. C'est à l'employeur de faire en sorte que le temps qu'elle soit là, le temps qu'elle puisse recouvrer effectivement son potentiel total, il peut se passer du temps. On va, après 40%, évoluer vers le 50, 60, quelquefois 80. Quelquefois, on ne reprendra pas du tout. Mais ce n'est pas grave. Nous le savons, même à 80, 60%, nous avons des gens en situation de handicap qui sont finalement extrêmement performants. On parlait tout à l'heure des CV, c'est vrai. On parlait des centres d'intérêt. Je crois qu'au-delà du handicap, au-delà de la diversité, ce qui compte pour un employeur, on s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est le potentiel. Ce dont a besoin l'employeur, c'est quelqu'un qui est amené à donner, à apporter une contribution à l'entreprise. À partir du moment où on a compris ça, le handicap n'existe plus. On attend la contribution à l'individu, ce qu'il est capable de donner, au-delà de sa force, ses souffrances et ses faiblesses. À partir du moment où il va être amené à donner à l'entreprise ce qu'on attend de lui, handicap, la diversité, faiblesse, ça n'existe plus. C'est des notions qui sont complètement gommées. Et c'est tout au moins sur ces valeurs-là que nous sommes fondés aujourd'hui, sur lesquelles nous fondons aujourd'hui la Matmut. Merci beaucoup. Monsieur Carpentier, chez Tragéo, est-ce que vous développez des innovations qui sont susceptibles d'aider justement les personnes en situation de handicap? Alors, chez Tragéo, non, puisque chez Tragéo, je me répéterai avec ce que vient de dire Georges. Mais par contre, ce qui est sûr, et là-dessus je voudrais y revenir tout simplement, c'est que ce genre de journée est très importante pour moi, à ma vue, tout simplement en disant que même si ces politiques handicap sont portées par nos dirigeants, dans nos entreprises, même s'ils sont choisis par eux, ils sont portés par qui? Par nos managers. Et les managers, c'est qui? C'est aujourd'hui vos élèves ingénieurs, futurs managers de demain, qui porteront, si vous voulez, ce message. Moi, j'ai vu, il m'a fallu 30 ans d'entreprise, 30 ans d'opérationnel, et enfin une mission handicap pour découvrir qu'on était au quotidien entouré de personnes qui avaient des difficultés.
Et donc, c'est pour ça que je pense que si moi, pendant mes études, on m'avait déjà apporté tout ça, ça aurait été d'autant plus intéressant et rapide pour moi. Alors, pour revenir sur cette question, oui, bien sûr, là aussi, mais je dirais, nos inventeurs de demain sont les ingénieurs d'aujourd'hui, vos ingénieurs également. Donc, il faut les aider, leur faire comprendre aussi ces difficultés au travail. Et oui, Vinci, aujourd'hui, à travers un incubateur qui s'appelle Léonard, participe justement à donner des moyens à ces ingénieurs, à ces inventeurs, pour justement pouvoir promouvoir, inventer les équipements de demain qui viendront pour soulager quelquefois, pour compenser un handicap. Voilà. Oui, alors oui, on y participe. Alors, est-ce que vous avez des exemples? On a parlé un petit peu tout à l'heure de la carte bancaire. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Comment ça fonctionne? Je vais prendre mes petites notes parce que moi, je ne suis pas du tout dans le côté innovation. Je suis plus côté collaborateur. Mais j'ai pris des infos. Donc, c'est vrai qu'on mène une expérimentation aujourd'hui avec Handsome, qui est une start-up, sur une carte bancaire qui est dédiée aux personnes qui ont une déficience visuelle. Alors on a un laboratoire à Paris qui s'occupe énormément de tout ce qui est technologie dans les applications bancaires, dans tous les systèmes d'information clientèle, mais sur le champ du handicap, il y a aussi pas mal de choses qui se font. Donc là, c'est une innovation technologique qui est en fait au service des Hauts-Normands. Donc c'est pour ça que nous sommes une caisse régionale pilote pour la phase expérimentale. Et puis cette carte, en fait, elle va permettre aux utilisateurs qui sont déficients visuels d'être autonomes pour leur paiement par carte dans les magasins. Alors pour cela, en fait, le terminal de paiement du commerçant n'a pas besoin d'être équipé. Donc c'est plutôt une bonne chose. En fait, les instructions, elles sont affichées sur le terminal de paiement et elles sont communiquées oralement aux clients. Donc c'est une solution qui a été développée dans le cadre d'un partenariat avec Thales, donc vous le disiez tout à l'heure, qui a été développée avec Mastercard et qui repose sur 3 éléments. Donc une carte de paiement qui est connectée en Bluetooth à un smartphone et qui transmet à ce dernier des informations sur le terminal de paiement de façon automatique. Et il y a une application mobile qui restitue oralement les informations qui sont transmises par la carte. Et puis il y a un compte de paiement qui est associé. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'INSA est aussi dedans, puisqu'en fait, on a demandé aussi de tester la carte bancaire, et on recherche encore aussi aujourd'hui des testeurs, puisqu'on est encore dans la phase d'expérimentation. Donc, si vous avez des personnes qui sont déficients visuels, vous pouvez me contacter et je vous mettrai en relation pour tester la carte de paiement. Donc, nous, c'est important vraiment qu'on ait des testeurs pour finaliser en tout cas cette expérimentation. Merci beaucoup pour ces précisions intéressantes. Généralement, est-ce que vous pensez que toutes les mesures et les technologies qui sont initialement développées pour accompagner des personnes en situation de handicap, elles peuvent in fine bénéficier au plus grand nombre de personnes valides ou en situation de handicap? Madame Mello? Alors, oui, alors la réponse est quand même dans la question. Alors, on peut aborder cette question sous 2 angles. Il y a la partie matérielle, qui est la partie la plus évidente peut-être, avec des exemples comme les bureaux réglables en hauteur, où parfois on va avoir une différence de taille naturelle avec les collègues. Et je me souviens, voilà, ça sera sous forme d'anecdote, un petit peu d'aménagement de poste, mais 2 collègues travaillant sur le même poste, mais dont une avait besoin d'alterner les positions de travail, assis et debout. Et finalement, elle se retrouvait avec cette table réglable en hauteur. Sa collègue, qui faisait à peu près 20 ou 30 cm de plus, était aussi ravie de cet aménagement de poste. Donc, ça va être aussi quelqu'un qui aura besoin d'un porte-plateau, par exemple, pour aller au restaurant d'entreprise, et pour qui on va mettre à disposition ce porte-plateau. Finalement, on va voir qu'il est aussi utilisé, plus particulièrement au retour des congés d'hiver ou après les sports d'hiver. Donc, au départ, on nous dit, on n'est pas chez Flunch, pardon, pour les marques, ou en hôpital. Pour autant, finalement, c'est quand même bien pratique d'éviter
demander aux collègues. Et là, ça me permet de faire le lien aussi avec des notions qui sont quand même essentielles, voire, enfin, peut-être vitales, c'est peut-être pas le mot, mais en tous les cas, ce sont des notions qui me sont chères, qui sont celles de la liberté et de l'autonomie. Et en participant à la mise en œuvre de ces aménagements de poste, ces aménagements peuvent contribuer, au moins, je l'espère en tous les cas, participer à cette autonomie et à cette liberté d'action, pour éviter d'avoir à lever le doigt toutes les 5 minutes pour dire « moi j'ai besoin ». Enfin, à un moment, il faut aussi pouvoir mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour éviter cela. Et on parlait d'inclusion, on parle d'égalité, d'équité, et là on va davantage vers l'inclusion pour parler de gommer les différences. Bon, alors moi je n'ai pas trop envie de les gommer parce qu'elles sont plutôt charmantes généralement, mais en tous les cas, ce qui va faire que dans notre action, dans notre quotidien, on va pouvoir se sentir différent. Donc il y a ces exemples-là de matériel qui vont pouvoir servir à tous. Je me souviens aussi de vidéos avant, ça c'était avant le Covid, avant qu'on soit tous équipés de super micros avec casque, etc. Quand on avait des vidéos de nos présidents ou de nos dirigeants, donc on était tous au taquet le matin, évidemment, pour aller les regarder, c'est évident. Et donc on entendait ici et là donc les vidéos passer en boucle un certain nombre de fois dans la journée, parce qu'on n'avait pas de casque pour les écouter. Maintenant qu'elles sont sous-titrées, bon, en plus on a les casques, mais il n'empêche que le sous-titrage au début pour les collègues qui avaient une déficience auditive, finalement, a rendu service à tout le plateau qui peut-être en avait assez d'entendre le discours du président plusieurs fois par jour. Bon, voilà, ce sont des petits exemples, mais qui sont quotidiens, qui sont là pratico-pratiques. Et puis, il y a un autre angle aussi, qui est peut-être moins visible, moins concret, moins quantifiable, mais qui va relever pas mal de la QVT. Donc, quand on va travailler sur des équipements individuels, eh bien, quelque part, on ouvre des portes, on ouvre des pistes, on ouvre un petit peu nos chakras pour penser autrement et à l'utilisation. Comment on peut utiliser autrement quelque chose qui existe déjà, comment on peut s'appuyer sur des fonctionnements différents, développer des stratégies de contournement quand on est face à un obstacle. Finalement, quand on est presque un peu habitué à ça, j'ai l'impression quand même qu'on va développer des compétences, des aptitudes. On parlait d'aptitudes tout à l'heure. Peut-être qu'il y a un développement comme ça d'aptitudes à force de trouver des solutions. On acquiert des réflexes différents, des façons de penser différentes, avec peut-être des propositions par rapport aux produits que les structures vendent ou achètent, une autre façon de voir les choses qui peuvent forcément apporter dans les structures. Donc c'est tout ça que ça peut apporter. Et puis une dernière chose, je fais le lien aussi avec l'accessibilité, c'est que d'y réfléchir avant, ça peut faire gagner du temps après. C'est un gain de temps que l'on peut peut-être consacrer à des choses qui sont tout aussi importantes, mais quand on gagne du temps quelque part, on peut en offrir ailleurs. Donc voilà, il y a un système de vase communicant. Merci beaucoup. On aura beaucoup de choses à méditer, je crois, ce soir. Mais je vais vous passer la parole à vous, auditeurs. Avez-vous des questions à poser à nos intervenants ? Non, pas de questions. Moi, j'ai pas de questions, mais pardon, on l'a dit en même temps. Non, mais je me dis, c'est extraordinaire quand je vous vois tous parler et que je vois le monsieur tout à l'heure qui a eu son accident en Suisse, où on vient d'une époque où, quand on avait un handicap, ce que vous disiez tout à l'heure, on ne regardait même plus si on était compétent, on était juste handicapé. Et aujourd'hui, tout ce qui est mis en place, c'est quand même extraordinaire de voir qu'on sait prendre finalement conscience de la vie, qu'on peut effectivement évoluer, qu'on peut avoir un accident dans son travail et continuer à travailler quand même. Moi, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Il y a l'année, c'était pendant les Gilets jaunes. J'étais sur le Vieux-Port à Marseille et j'ai vu arriver 2 CRS en courant vers moi. Ça peut paraître normal, mais quand on est arabe, je vais vous dire que je pose des questions quand même. J'étais là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils me veulent ? Ils sont venus en courant et en fait, ils regardent beaucoup la série et ils me disaient que
ils avaient un de leurs collègues qui a perdu une main lors d'une manifestation et qu'ils ont, et voilà, ils l'ont tous accompagné et tout, et que maintenant il est à la radio. C'était extraordinaire pour eux et pour cet homme de dire qu'il a continué sa passion qui est être CRS, mais que voilà, il était derrière la radio. Et je trouve ça assez exceptionnel ce qui se passe aujourd'hui. Et ça se confirme encore plus avec tous ces jeunes, comme vous disiez tout à l'heure, qui vont arriver demain, qui seront nos décideurs, mais qui, eux, connaîtront le handicap pour le coup. Voilà, c'était juste pour me faire remarquer. Merci Ada. Non, je voulais juste rebondir par rapport à ce que disait Marie-Noëlle. C'est vrai que nous aussi, on a, il y a 2-3 ans, quand on mettait des tables assis debout pour les personnes en situation de handicap, c'était vraiment anecdotique. Hein. Et aujourd'hui, comme quoi ça sert, parce que c'est rentré... quand on met en place, on est en train de refaire notre site à Bois-Guillaume, et en fait, n'importe quelle personne aujourd'hui, valide ou en situation de handicap, peut bénéficier d'une table assis debout. Et c'est ce qui est pas mal, parce qu'en fait, en termes de prévention des TMS, on est en plein dedans. Mais aujourd'hui, comme quoi, heureusement qu'il y a des personnes aussi qui avaient ce besoin-là, et ça donne envie à d'autres, mais pour le bien de tous, en fait. Merci beaucoup à tous les 4 pour ces interventions qui, je le redis, mais nous amèneront à réfléchir, je pense, et à évoluer encore. Pour conclure cette soirée, on va accueillir M. Guy Bierne, qui est directeur régional de l'AGFIP Normandie, et puis M. Jacques Blot, directeur régional de l'ADAPT Normandie. Ils vont nous livrer un petit peu une synthèse des tables rondes que nous avons entendues ce soir, et puis partager leurs réflexions sur les défis qui nous restent à relever pour une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap. Oui, alors je suis désolé, mais je ne suis pas Jacques Blot. Je m'appelle Benoît Rago et je suis responsable du service partenariat et innovation à l'ADAPT Normandie. Monsieur Blot est coincé dans le train. J'espère qu'il est rentré en Normandie maintenant. Mais voilà, donc je le remplace au qui-vive et j'ai rien préparé. Donc voilà, ce sera de la totale impro. Voilà. En revanche, je suis bien Guy Bierne. On va finir par être en concurrence là, sur l'animation de la soirée. Je vais me permettre de commencer les choses et puis... je vous laisse volontiers la main. Ouais. Voilà, vous compléterez, on fera un jeu à 2 sans problème. On travaille au quotidien, hein, l'ADAPT, la GFIP, donc ce n'est pas nouveau. Alors, une chose est certaine, c'est qu'on ne m'avait pas averti que ce serait un tel challenge d'arriver après autant de témoignages, autant de parcours de vie qui forcent à la fois le respect, l'admiration, l'intérêt, la curiosité. C'est toujours intéressant, quand on est à la GFIP en tout cas, de voir un petit peu ce qui se passe concrètement dans le parcours d'étudiants, de salariés, de professionnels, puisque pour la GFIP, c'est le milieu de l'emploi qui nourrit l'activité des équipes de notre association. Et avoir des retours comme ça de choses extrêmement impressionnantes, intéressantes, forçant encore une fois, je disais, le respect et l'intérêt. Alors pour la GFIP, je ne vais pas tenter de faire une synthèse des témoignages, parce que vu ce que je viens de dire, si je me lance là-dedans, on y est jusqu'à minuit, et je pense que ce serait peut-être surestimer la capacité d'attention de toute cette assemblée, et sûrement surestimer mon talent, là aussi. Juste quelques messages, parce que finalement, dans tout ce qu'on a entendu, ça rejoint assez ce que la GFIP essaye de développer depuis sa création, 1987 pour les plus anciens, c'est de faire en sorte que le plus grand nombre possible de personnes en situation de handicap trouvent les voies et moyens de pouvoir réaliser ses projets, son projet de vie professionnelle, quelles que soient les ambitions des uns et des autres, des unes et des autres. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas de poste de travail qui ne puisse être occupé par une personne en situation de handicap. Il n'existe pas de métier qui ne puisse être exercé par une personne en situation de handicap. Et dans un contexte, on l'a entendu à la fois en marge de ces tables rondes, j'ai eu quelques conversations, mais aussi dans les témoignages, notamment de celles et ceux qui représentaient un certain nombre d'entreprises,
Aujourd'hui, face à des situations de tension sur le marché du travail, alors soit parce qu'on appartient à un secteur professionnel qui est en plein boom, en plein développement, les nouvelles technologies, le numérique, le développement durable pour certains, les énergies nouvelles pour d'autres, soit parce qu'on est dans l'exercice de métiers qui peinent à trouver du personnel qualifié permettant de répondre à des besoins de recrutement. Une chose est certaine, c'est qu'un employeur qui aujourd'hui ne se pose pas légitimement, sérieusement, la question de sa politique RH en y incluant la question du handicap, il passe à côté de véritables opportunités, il passe à côté de compétences, il passe à côté de possibilités de faire évoluer là aussi les mentalités au sein même de son collectif de travail. Donc ne pas se poser la question aujourd'hui handicap quand on envisage une politique RH, c'est passer à côté, je vais dire, de l'essentiel. Voilà. Donc aujourd'hui, pour la GFIP, il s'agit d'accompagner ces entreprises, leur donner les moyens de lever les difficultés, de sourcer les possibilités de recrutement qui sont attendues, en élargissant le champ des possibles. Alors oui, aujourd'hui, 2 fois plus de personnes en proportion, les personnes en situation de handicap sont 2 fois plus nombreuses à être inscrites chez Pôle emploi. Ça baisse, ça diminue, mais ça reste toujours très largement, en termes de proportion, supérieur à ce qui se passe pour le taux public. Oui, l'accès aux études supérieures est très largement surreprésenté dans la population en situation de handicap. C'est en train de changer et l'éducation pour tous, évidemment, dans le système éducatif, formation initiale, éducation nationale, est en train de corriger, mais ça prend du temps parce qu'on a commencé il y a quelques années, donc on est passé de la maternelle au primaire, du primaire au collège, et aujourd'hui dans les lycées, on voit arriver, je pense que pour Andy Uni, c'est évidemment très lisible, on voit arriver heureusement de plus en plus de personnes en situation de handicap, de jeunes, qui vont demain intégrer des formations supérieures et demain devenir les managers dont nous étions en attente depuis un certain nombre d'années pour avoir des gens acculturés, sensibilisés et prêts à faire avancer cette cause et ouvrir les portes de l'entreprise dans tous les métiers, dans tous les secteurs, pour que chacun y trouve sa place. Donc voilà, c'est juste un message qui s'adresse principalement aux employeurs, mais je pense qu'on va pouvoir aussi très rapidement, avec nos collègues de l'ADAPT, évoquer ce qui peut se faire en matière d'accompagnement pour les personnes elles-mêmes. Et je vous cède la parole. Merci. Alors c'est vrai, moi je vais... il y a des mots qui sont revenus un peu dans la soirée. Le terme autonomie qui revient régulièrement. Et je pense qu'en effet, d'accompagner une personne en situation de handicap, dans l'autonomie. On a développé en fait à l'ADAPT l'école de la vie autonome. Donc c'est justement permettre à des personnes qui à un moment donné ont envie, ont besoin d'avoir cette liberté de devenir autonome, de pouvoir le devenir et qu'on soit là pour les accompagner à ne plus être là à un moment donné et justement à devenir une personne avec ses spécificités, avec ses caractéristiques, et que à un moment donné, le handicap soit un critère parmi tant d'autres, qui font qu'on est tous différents et c'est justement l'acceptation de cette différence et cette mixité qui fait qu'on veut être dans une société la plus libre et la plus ouverte possible. Donc moi j'aimerais bien quand même à un moment donné qu'on arrête de parler de société inclusive mais qu'on parle de société. Ça c'est clairement un souhait. Société avec des personnes qui sont toutes différentes et des spécificités et qui peuvent bénéficier de façon très universelle à l'ensemble des services, de devenir citoyen à part entière et trouver un emploi assez facilement avec là du coup des aménagements, des structures, des structurations avec services handicap qui sont présents, mais qu'on ne retrouve pas dans toutes les entreprises. Donc, à un moment donné, si on pouvait aussi, comme défi de demain, c'est vous, en tant qu'entreprise, acculturer les autres entreprises également qui ont plus de difficultés. Justement, c'est un vœu, je pense qu'on peut, quelque chose qu'on peut atteindre aussi avec votre aide et puis, en mettant en avant toutes les belles pratiques que vous avez pu lancer et des actions innovantes. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Benoît, de t'être
livrer cet exercice au pied levé. Je peux là, Ada. Oui, tu peux au pied levé, ouais. Tu as réussi haut la main ton... Écoutez, encore un grand merci à tous les intervenants pour ce soir. Je voudrais remercier évidemment la Fondation INSA, l'ADAPT, la GFIP, et puis Handisport, qui était présent cet après-midi également pour accompagner nos jeunes dans la découverte de sports adaptés. Le département, nos mécènes évidemment, et puis les jeunes de l'école qui étaient impliqués, le BDE, les Sharks, qui ont animé une partie de cet après-midi. L'AS INSA aussi, évidemment, impliqué dans toute l'organisation de l'activité sportive. Et puis le centre Gaston Berger de l'école. Voilà. Et puis bien évidemment, un grand merci à tous nos intervenants pour ces témoignages touchants, enrichissants, à nos partenaires aussi, entreprises qui nous ont fait part de toutes ces technologies qui se développent, de la politique de recrutement, de la politique de maintien de l'emploi. Et voilà, je pense que cette journée montre que les mentalités évoluent, qu'on a encore des choses à perfectionner, mais qu'on est sur la bonne voie. Voilà. Merci à tous d'être venus participer à cette soirée. On va se retrouver autour d'un cocktail pour continuer à échanger. Et puis, Ada, le mot de la fin ? Ben, quand on a commencé la soirée, tu m'as demandé s'il y avait des choses qui ont changé depuis qu'on a... Enfin, est-ce que j'ai vu les choses changer? Ben, avec ce qui s'est passé ce soir, je crois qu'on peut dire que oui. Les choses ont changé, elles ont beaucoup changé. On peut que se féliciter. Puis, mais voilà, mais merci à tout le monde. Et voilà, merci. À tout de suite.